Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Life, le seul et unique Glénat Manga Life du mois de mars. Il fallait le rendre exceptionnel et pour ça du coup j'ai la présence de l'incroyable Benoît à mes côtés qui sera avec nous évidemment pour peut-être un petit peu répondre à vos questions mais surtout nous apporter comme d'habitude ses lumières sur évidemment le manga de manière globale, de manière générale, mais plus précisément évidemment sur les deux séries qui seront vraiment la thématique du jour, à savoir Kulo qui est la nouveauté, c'est bien lui, je ne savais pas si je me trompais, Kulo, ainsi que Shadows House. Évidemment, l'émission va suivre son cours habituel jusqu'à ce qu'on attaque évidemment le gros de l'émission. On va commencer par l'actualité, on parlera ensuite des sorties. Il y en a tout plein, vous voyez là, en fait je fais des petites montagnes là, mais en fait ici sur la table, il y a toutes les sorties que vous allez pouvoir retrouver en librairie dès demain. Et ensuite, on prendra le temps, on se mettra bien à l'aise pour parler de ces deux séries qui nous arrivent du même auteur et on verra un petit peu finalement toutes les subtilités puisque même moi je me suis fait avoir sur plusieurs points et c'était très intéressant d'en parler avec Benoît. Je vous dis, il va nous éclairer. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'obscurité finalement quand on y pense dans ses œuvres. Lui il va nous éclairer, c'est la lumière pour pouvoir comprendre et détecter certaines choses dans les œuvres de Somato. J'ai vu sur le chat d'ailleurs que parmi vous il y en avait qui venaient aujourd'hui mais qui ne connaissaient pas la première série qu'on a eue en France, à savoir Shadows House. Eh bien vous allez apprendre. Évidemment, on va éviter de vous spoiler, on va juste dire ce qu'il faut pour que vous ayez envie de vous lancer dessus, car c'est vraiment une super bonne série, et de surcroît, il y a même un animé qui existe, donc vous pouvez le consommer de différentes façons, mais clairement, vous devez passer par là, et on va tout de suite commencer par l'actualité. Dans l'actu, qu'est-ce qui se passe avec les licences de chez Glénat au Japon en tout cas et bientôt de notre côté aussi puisque à l'international ça fonctionne très bien. Je parle évidemment de l'animé de Dr Stone. Ça fait tellement longtemps qu'on vous tease l'arrivée de la nouvelle saison que ça y est en fait, maintenant qu'on est littéralement aux portes d'accueillir cet animé qui donc débutera le 6 avril sur la plateforme Crunchyroll. On apprend également à travers un nouveau trailer qui a été dévoilé il n'y a pas très longtemps que cette saison fera 2 cours. Heureusement, d'ailleurs, il faut au moins ça, je pense, au vu de tout ce qui nous attend dans cette aventure-là. Je vous rappelle que pour faire la connexion entre la 2e saison et la 3e, on a eu le droit à un épisode spécial sur un des meilleurs protagonistes de Dr Stone, excusez-moi. C'est parce que voilà, dès que je pense à lui, c'est l'émotion. Je ne sais plus parler correctement. Je disais, putain, j'essaie de me rappeler son nom. J'arrive pas à me souvenir. C'est pas Ryusei, c'est... Ryusui, merci. Je savais que c'était Ryu parce qu'il y avait le dragon dedans. Et Sui, l'eau évidemment. C'est le dragon de l'eau. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est le plus beau en même temps. Voilà, je suis captivée par ce protagoniste. Et là, évidemment, on va en profiter pleinement. Vous le voyez sur les images du trailer. C'est la période, on va dire, où on va partir vraiment à l'aventure avec toute notre joyeuse équipe et notre capitaine fabuleux Ryusui. Évidemment, il est incroyable. Donc je vous le rappelle, ça reprendra à partir du 6 avril. Vous devrez normalement pouvoir retrouver cet animé sur la plateforme Crunchyroll. Comme d'habitude, c'est toujours chez eux. Et les teasings de psychopathes à travers ce petit trailer sont vraiment fabuleux. On avait déjà parlé de tout ça en janvier, mais là clairement, on a les infos, on a la plateforme, on a la date exacte et précise. Donc ça fait super plaisir. On reste dans une ambiance qui parle d'animé, car ça c'est vraiment une de mes plus grosses attentes, l'animé de Shangri-La Frontière. Ça franchement, ça va être assez incroyable, parce que maintenant qu'on en sait un petit peu plus, très très clairement, ça donne envie d'y être tout de suite. On n'a plus vraiment envie d'attendre. Il y a un trailer en plus de ce magnifique visuel que vous avez ici. Badass de fou. Oui. Badass de fou, là, les protagonistes. C'est pas qu'ils étaient pas badass dans le manga, parce qu'ils étaient effectivement bien badass aussi, mais là, avec la couleur et cette espèce de mise un petit peu en relief pour l'animation, ça prend une ampleur différente. Ouais, on est sur une dynamique beaucoup plus poussée. Surtout que en fait, grâce à cette version animée, on rentre véritablement dans le jeu vidéo. Avant, on était dans le manga où on croyait vivre un jeu vidéo. Là, on l'a à la fois en couleur et en mouvement, donc on est encore plus plongé dans Shangri-La Frontière.
Totalement, et franchement, non, c'est trop bien. J'ai l'impression en tout cas qu'on n'aura pas trop à se plaindre de l'animation, et Dieu sait que dans ce manga de l'action il y en a, mais le trailer est pour l'instant très prometteur, comme vous le voyez d'ailleurs à l'écran. C'est annoncé pour le mois d'octobre 2023. On ne sait pas encore sur quelle plateforme ce sera disponible, mais évidemment dès qu'on a l'info, on vous le communique, mais vraiment très hâte, ça promet. Ça va être vraiment l'apothéose pour les gens qui aiment le manga, qui est actuellement en cours, hein, évidemment. On a déjà, je crois, 7 volumes de sortie en France pour le manga Shangri-La Frontière. Pour la suite de l'actualité, c'est sur une autre licence qu'on va partir, Blue Giant. Vous savez que c'est une aventure incroyable pour ce protagoniste, un Dai, qui va donc partir ailleurs qu'au Japon. On a terminé justement la série où en fait il part en Europe. Oui. On a annoncé évidemment que Blue Giant Explorer, donc où il part aux États-Unis, eh bien en fait arrivera bientôt chez nous, édité évidemment chez Glénat. Mais du coup, là, l'annonce, en fait, elle est presque un peu triste, mais en même temps, il fallait bien s'y attendre à un moment donné. Eh bien, c'est que cette série, Blue Giant Explorer, donc quelque part le 3e acte des aventures de Dai, va se conclure au Japon d'ici 4 petits chapitres. Donc, a priori, ça devrait se terminer, si on fait bien les calculs, le 10 mai dans le magazine de prépublication qui est le Big Comic, avec son 72e chapitre. Le 9e volume devrait sortir cet été et normalement devrait du coup être le dernier. Et a priori, il n'y aura vraiment pas de suite, il n'y aura pas de 4e acte. L'artiste va partir plutôt dans d'autres projets. Je peux vous le dire puisque du coup j'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure qui en fait l'a vraiment rencontré et qui l'a vraiment côtoyé. Et a priori, il est en train de travailler sur d'autres projets. Donc là, ce sera vraiment la fin des aventures de Dai. Je sais que pour les gens qui sont très fans de toute cette thématique autour de la musique et de ce personnage finalement qui est extrêmement attachant et qu'on a envie de suivre à chaque fois dans toutes ces aventures, il va falloir lui dire au revoir, voilà, tout simplement. Mais on attendra avec impatience évidemment les prochains travaux de l'artiste. Exactement. Il a su nous montrer qu'il était capable de passer d'un sujet à l'autre, puisque sa précédente série Verticale était consacrée à un guide. Faut faire l'amour au micro. Faut faire l'amour au micro, très bien. Puisque sa précédente série Verticale suivait les aventures d'un guide de montagne éminemment optimiste qui justement volait au secours de toutes les personnes perdues en montagne. Donc on est passé de la montagne au jazz et on sait qu'on ne sera qu'agréablement surpris par sa prochaine série. Moi je parie sur des chevaux. Le patinage artistique. Je mets une pièce. Okay. On verra bien. Pour la suite, nous allons parler rapidement de Trillion Games, cette série qui a débuté il n'y a pas si longtemps finalement aux éditions Glénat. Nous avons eu la chance d'avoir le dessinateur, puisque Ikegami, les deux en fait, ils sont venus tous les deux. Je pense à un en particulier, voilà. Parce que j'ai acheté son livre d'exposition en fait, c'est pour ça, et je le feuilletais encore à Yeshki il n'y a pas très longtemps. Mais effectivement, nous avons eu la chance d'avoir les deux. Les deux sont venus. Oh là là. Le dessinateur et le scénariste sont venus en janvier dernier à Angoulême. Exactement. Je suis extrêmement jalouse de tous les gens qui ont réussi à avoir une dédicace. Sachez-le, vous êtes sur mon Death Note. J'exagère, je suis vilaine. Non, mais par rapport à Trillion Games, pour le coup, il y a une annonce qui est très attendue. Évidemment, on est dans le teasing le plus total, puisque même nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le 24 mars, dans le magazine de prépublication de Trillion Games, qui est donc le Big Comic Supérieur, le numéro 8 en l'occurrence, puisque ça fonctionne du coup. Alors si c'est le numéro 8, c'est toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, oui. C'est ça, c'est un magazine qui sort toutes les 2 semaines. Eh bien, le 24 mars, grosse annonce a priori, donc on ne sait pas quoi, mais... pas déjà un animé quand même, ce serait trop rapide. Je suis en train de me dire... Après, pourquoi pas En même temps, on a déjà au moins 4 ou 5 volumes de parus, donc il y a suffisamment de matière pour proposer un animé. Pour au moins une saison. Voilà. Ah là 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 là. Mais en fait, clairement. Écoutez, on verra bien, on vous en reparlera dans le prochain Glénat Manga Live, qui du coup sera plutôt au mois d'avril, mais on aura au moins toutes les infos nécessaires. Ensuite, par rapport à One Piece, sachez que nous avons un petit trailer japonais pour la sortie du tome 105 au Japon, parce qu'au Japon, on fait des petits trailers vidéo, mais n'empêche, c'est vrai qu'en France, il y en a quand même aussi des petits trailers selon les licences, et là, Punk Records, je l'avais pas vu. C'est impressionnant parce que du coup ça fait vraiment jeu vidéo un petit peu rétro avec tous ces petits pixels là, ça fait un petit peu JRPG même. Oui.
Oui, c'est parce que le tome 105 qui est paru au Japon, donc on a l'épilogue du pays des Wa et le nouvel arc narratif. Et eh bien, vous voyez bien qu'avec toute la technologie qui est mise en œuvre, vous pouvez deviner qui et quel type d'ennemi Luffy et son équipage vont pouvoir rencontrer, affronter ou alors rallier à leur cause. Waouh. Waouh. Je suis impressionnée en fait par le trailer. Hein. Ils ont fait un truc. Alors ça parlera à toutes les personnes de ma génération. Je sais pas trop ce que la jeunesse peut en penser exactement. Mais oh, c'est trop bien. Ils ont reproduit trop de trucs. Ah, c'est fou. C'est excellent. C'est hyper bien pensé. Alors on n'a évidemment pas le son, mais apparemment il y a une espèce de voix qui fait la narration, car on peut lire les sous-titres de la narration dessus. Ça spoil un peu, mais c'est stylé. A priori, de ce que nous dit Hugo. Bon, moi je suis encore un petit peu loin en termes d'arc. Du coup, à part évidemment tous les spoils que je me suis déjà pris, voilà, il y a eu un personnage, on l'a vu, j'ai fait bah oui, évidemment. Il est en couverture. On peut pas, voilà. Il y a un moment, on peut pas, du coup, je sais. On peut pas esquiver tout. Voilà, je sais, mais j'avais qu'à être à jour, c'est ma faute. Et c'est tout. Et la dernière actualité, ce sera pour parler finalement de la fin d'une série. On en a déjà parlé justement en Glénat Manga Live il y a quelques émissions de cela. C'est par rapport à Ariadne. On vous disait que la série était sur le point de se terminer puisque le 22e et dernier volume de la série allait sortir le 16 mars au Japon. Eh bien, truc de fou, on est le 16 mars. Et au Japon, on va bientôt terminer d'ailleurs le 16 mars, ou alors c'est déjà fini, puisqu'on a plusieurs heures de décalage, donc la journée est peut-être déjà finie. Mais je pense qu'il est toujours en vente quand même, il n'est pas sorti que le 16 mars. Oui, bien sûr, évidemment, mais effectivement, on est sur la très bonne journée pour vous dire que ça y est, cette série s'est conclue au Japon. Nous, en France, on est toujours à 15 tomes de sortie, sauf si entre-temps, il y en a eu un et je ne l'ai pas vu. Non, on est toujours à 15 tomes de sortie et le 16e est actuellement en cours de relecture. Eh bien, c'est parfait, ça arrivera très bientôt et il ne restera plus que quelques tomes après pour rattraper le Japon sur cette série. On va pouvoir enchaîner sur les différents mangas disponibles en librairie dès demain. Stratos, tout à fait, c'est effectivement par la même autrice que Claymore complètement. J'aurais pu le préciser parce que peut-être que Claymore, quand même, mine de rien, parle vachement plus que Ariadne, mais c'est quand même très différent en termes d'ambiance. Donc les gens qui ont adoré Claymore pour certains aspects ne les retrouveront peut-être pas dans Ariadne, mais enfin clairement, si vous avez aimé sa patte et son style, il y a quand même des choses évidemment que vous pourriez totalement apprécier dans Ariadne. Donc n'hésitez pas à découvrir. Petite précision, tous les chapitres 1 de toutes les séries de Glénat sont disponibles sur Glénat Manga Max, la plateforme de lecture de tous les chapitres 1 et des séries en simultrade comme One Piece et Sakamoto Days. Donc n'hésitez pas, Glénat Manga Max, testez le chapitre 1 et voyez par la suite. Après, tous les titres sont en librairie aussi. Voilà. Et par rapport justement à ces titres qu'on retrouve en librairie dès demain, on l'évoquait tout à l'heure. Hier, plus exactement, puisqu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Ah mais t'as raison. En fait, c'est parce que l'émission d'habitude c'est mardi. Ah mais tout est en librairie, mais j'aurais pu tout lire. Et voici les sorties d'hier donc. J'aurais pu tout lire. J'étais en mode, tu peux jamais lire les sorties de Glénat depuis que c'est mardi, parce que du coup elles sont pas sorties. Mais en fait si, je pouvais tout. Ah, je me foudroie là, je me foudroie. En fait non, c'est dispo depuis hier. C'est l'inverse, c'est pas demain, c'est hier. Merci de m'avoir rappelé qu'on était en fin de semaine bientôt. C'est toujours cool. C'est bientôt le week-end. Et donc, depuis hier, vous pouvez retrouver Benzaï. Excusez-moi. Mais est-ce que Benzaï a demandé justement à Ikegami Sensei pourquoi vous m'avez dessiné? Et non, il n'a pas demandé pourquoi il était en couverture du tome 3. Je pense qu'il n'est pas allé jusque-là, mais c'est vrai que la ressemblance est assez frappante. Excusez-moi, mais je connais Benzaï. Bon, je connais ce personnage aussi, évidemment. Mais quand je l'ai vu, ça a été mon premier réflexe de me dire waouh. Eh ben, dis donc, la collaboration est allée très loin. À quand Caroline dans un manga Tikekami? Pas tout de suite, clairement. Donc Trillion Game, le tome 3, disponible depuis hier. Parce qu'il y a des choses à savoir par rapport à ce tome. Est-ce qu'il nous emmène
dans une nouvelle direction. Alors, ce qu'il faut bien savoir avec Trillion Games, c'est que donc, le scénariste, c'est Reiichiro Inagaki, et que lui, il a une vision très claire de ce qu'il veut, et surtout, il veut surprendre le lecteur. Donc, nous avons donc les deux personnages principaux qui donc veulent toujours, bien évidemment, accomplir, devenir les plus riches possibles et remporter ce fameux trillion. Et pour ça, en fait, ils vont opérer totalement un changement de voix. Je reste volontairement évasif pour éviter de trop vous divulgacher ce tome. Ils vont opérer un changement de voix pour justement pouvoir gagner de l'argent encore plus vite et avec des projets pour le coup encore plus fous. Très bien, très intéressant, très intrigué. Les 2 premiers tomes étaient déjà très très bons. En même temps, cette collaboration est assez dingue. Ensuite, nous avons le chouchou de la vie. Alors ça, je me suis fait teaser comme une psychopathe dessus. C'est évidemment le tome 4 de Full Night. Depuis le tome 1 et même avant qu'il sorte, je vous harcèle sur les réseaux sociaux pour découvrir cette petite pépite parce que Full Night, c'est à mon sens vraiment le titre d'un ou d'une artiste d'ailleurs extrêmement prometteur. Vous allez en entendre parler, mais d'une manière assez violente plus tard, c'est sûr. Ne passez pas à côté. Le titre est incroyable. On m'a encore teasé que ce tome 4, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le lire, qu'il était fou. Je pense évidemment à Fumble, pour ceux qui me connaissent du cri du mochi. Fumble l'a lu, il m'a dit la vache. Et j'ai dit ok d'accord, la vache, très bien. Bah écoute, au moment en tout cas où il me l'a dit, moi je l'avais pas encore eu entre les mains. Et il est sorti depuis hier, je suis en train de désespérer quand même. Parce que on termine le tome 3, pour ceux qui se souviennent quand même sur un cliffhanger. Oui. Et on n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Donc là, le tome 4, ça veut dire beaucoup de choses. Et une fois de plus, on a une couverture extrêmement intrigante, parce que surtout si on a lu le tome 4, on se dit « mais pourquoi ?» À chaque fois, pour comprendre les couvertures, il faut évidemment lire. Toi aussi, à la rédac, tu m'as dit qu'ils étaient tous en train de pousser des petites exclamations. Oui, oh mon Dieu lors des relectures, chacune des personnes qui a lu ce tome 4 de Full Night, justement, y allait de son commentaire, puisque tout l'avantage d'éditer des ouvrages, c'est aussi de pouvoir partager presque en avant-première les émotions que nous transmettent les auteurs. Et sur Full Night, on a été servi. Ah là 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 là, Full Night. Mais vraiment, c'est un manga exceptionnel. J'ai vraiment hâte que les gens prennent conscience qu'il y a un essor, tu vois, qu'il se passe un truc. Mais déjà, il a été sélectionné, il me semble, pour Angoulême. Oui. Et ça veut dire beaucoup de choses. C'est quand même la preuve d'une reconnaissance critique de cette œuvre. Totalement. Ensuite, nous avons le tome 7 de Sakamoto Days, donc disponible depuis hier dans toutes les librairies. Là aussi, Fumble l'a lu et il m'a dit oh là là, qu'est-ce qu'il est bien cet homme. Je me dis, ça suffit, arrêtez de me teaser tout cela. Il avait déjà dit la vache, donc il a dû changer de champ lexical. La vache, c'était vraiment pour lui, donc ça se trouve, il y a vraiment une vache en fait. Et je suis passée à côté, mais normalement non. Et pour celui-là, il m'a dit que l'artiste était très fort. Mais en fait, il l'a juste reparcouru, puisque Fumble, il suit l'actualité évidemment de la série sur Glénat Mangamax. Donc lui, il est au chapitre japonais, quoi. Lui, il sait. Donc il a pu se replonger avec plaisir sur des chapitres qu'il appréciait et il les a encore plus appréciés. Je me dis, attends, est-ce que je me spoil un peu ou pas ? Par contre, je suis impressionnée. Tout le monde me dit ah non, mais c'est fou, Sakamoto Days. Les 2 premiers tomes, l'ambiance n'était pas la même. Je fais, je sais. T'es encore en jetant le bouquin sur la table, parce que c'est vrai que finalement, l'artiste s'est un peu révélé juste derrière. Il a vraiment émergé, et on le voit d'ailleurs très facilement quand vous regardez les couvertures. C'est-à-dire que les couvertures des 2 premiers tomes sont, on va dire, plutôt sages en termes de design, et à partir des tomes 4 et 5, vous avez des compositions qui sont totalement barrées. Celle du 7 là, justement totalement en diagonale, avec des angles auxquels on ne s'attendrait pas. Et en fait, on a même eu des retours de libraires qui de base ne lisent pas forcément de manga, mais qui juste parce qu'ils voient les jaquettes de Sakamoto Days se disent celui-ci je veux essayer, parce que c'est bien la preuve que ce manga mérite le coup qu'on s'y attarde. Regardez la couverture du tome 5, excusez-moi, c'est juste incroyable. C'est, je crois, le personnage préféré de Urban le Pharaon, à qui on envoie des bisous, bien évidemment. Son perso préféré. Et on a vu justement récemment sur le thread du journaliste Valentin Paco, qui a fait une espèce de récap un petit peu de l'année 2022 sur pas mal de maisons d'édition, que Sakamoto Days était finalement la nouveauté de l'année 2022 qui a le mieux marché. Exactement. Sakamoto Days a réussi un très très bon lancement en 2022, avec donc un tome 1 et 2 parus simultanément. Et on a pu découvrir et savoir que les lecteurs avaient été au rendez-vous, et ils le sont encore pour chaque tome, tous les 2 mois.
Et ça fait extrêmement plaisir. On salue aussi tous les gens qui arrivent doucement sur le live et qui font des petits coucous, des petits bonsoirs sur le chat. On vous salue beaucoup aussi. Installez-vous, restez bien avec nous. On va pas tarder à entrer dans le vif du sujet. Usaragi de Sakamoto Days est le troisième personnage préféré des Japonais. Usaragi, c'est... Oui. D'accord, j'ai repris le tome 5 pour être sûr. Usaragi, c'est le troisième personnage préféré des Japonais, mais qui est le numéro 1? Chine. Je suis comme le Japon. Exactement. Moi aussi, c'est Chine. C'est mon préféré. C'est mon skin. C'est mon Daisuki. Attends, et c'est qui le numéro 2 du coup? Nagumo. Ah bon? Voilà. Donc Sakamoto arrive après. Non. Non, il est encore plus loin. Oh, c'est Enfin, ça. j'ai dit après, j'ai Il a pas dit dit après. juste après. Il a pas dit juste après. Ah, je suis étonnée. Alors, ok, je comprends Nagumo. C'est, je pense, pour les mêmes raisons que Shin. Je pense qu'il y a des raisons similaires. Mais ok, il faudrait trop qu'on en parle. On fait une émission bientôt d'ailleurs sur Sakamoto Days. Il me semble que c'est au mois d'avril justement. On parlera peut-être un petit peu voilà de ces classements de popularité. Hein. Notre cher Samir de l'autre côté me communiquera en amont évidemment tous ces classements que je puisse les avoir en database de mon côté. Ce sera très très bien. Et donc voilà le tome 7, toujours aussi incroyable. D'après Fumble en tout cas, clairement ça ne chute pas en termes d'intensité. Ensuite nous avons... Ah, celui-là, je vais me faire taper dessus. Je sais plus qui j'ai invité ici, là, en plateau, Christella. qui est fan. C'était elle C'était Christella, ouais. qui m'a dit « Quoi, t'as pas lu ?» Exactement. Mais elle a tout à fait raison. Et va me taper dessus parce que j'ai pas encore eu le temps de rattraper. J'ai pas encore eu le temps de rattraper. Donc, je ne peux que vous dire que, une fois de plus, les dessins ont l'air sublimes. Et que l'histoire a l'air incroyable. Voilà. Pour rappel, on suit l'histoire d'une Irlandaise qui a quitté son pays en compagnie de son majordome, entre guillemets, et qui est donc décidée à se rendre en Californie pour devenir riche parce que son pays est tellement pauvre qu'en fait elle a tout perdu. Et elle n'a pour elle que sa détermination sans faille. Et donc vous imaginez bien que le voyage depuis l'Irlande jusqu'à la Californie est semé d'embûches. Et on rencontre à la fois, bien évidemment, des Irlandais, mais d'autres communautés, des Indiens et aussi des trafiquants d'esclaves, puisqu'à cette époque, il y a aussi des esclaves. Glénat et les titres historiques, hein. Quand c'est pas l'Inquisition, là, qui décide de torturer les gens. Quoi emmenez-le au bûcher. Eh bien, c'est la course, la ruée vers l'or aux États-Unis. Toujours aussi intéressant, évidemment. Je n'ai que des retours positifs sur l'Oxalis et l'or. Très, très concrètement. Ensuite, les deux dernières nouveautés dont il nous reste à parler. On va en parler plus précisément dans le focus, mais laissez-moi vous les montrer juste avant. Regardez. Kuro, le tome 1 ici, de ce côté-là, et là, le magnifique et superbe tome 10 de Shadows House, deux œuvres du même artiste, Somato, quelqu'un qui vraiment est très étonnant. On va justement en parler ensemble, c'est le moment du focus. Il a coupé un peu cut ce jingle. Comme s'il était pressé. C'est bizarre. Il a été convaincu de la qualité de Kuro et Shadows House, si vous voulez à tout prix nous écouter. Surtout, à mon avis, il voulait absolument savoir que Kuro, il y a une opération spéciale en ce moment dans les librairies. Si vous achetez un tome de Kuro, que je me trompe pas, hein, c'est juste ça, vous gagnez un petit pins. Alors évidemment, toutes les librairies ne participent pas à l'opération, donc allez bien checker auprès de votre libraire. Mais regardez comme il est trop mignon. Je suis pas fan de pins, mais il est trop cute. On voit peut-être pas très très bien parce que je suis un peu loin, mais c'est vraiment le chat Kuro avec sa petite bouche là qui ressemble évidemment à un entonnoir très dangereux, on va dire. Parce que je sais pas comment expliquer cette bouche toute ronde avec des dents toutes pointues là. C'est pas le Kimo kawaii du coup, mais c'est presque... Attends, s'il y avait, parce que Kimo c'est gênant, malaisant et mignon, mais du coup, effrayant et mignon, est-ce que ça existe? Peut-être kawaii ça veut dire ça va y avoir peur, peut-être le kowa kawaii, je suis en train d'inventer un terme qu'au Japon ils n'ont peut-être pas encore. Le mignon mais effrayant, c'est vraiment la sensation qu'on a avec ce petit chat. Alors, on va présenter cette nouveauté qui arrive chez nous, parce que pour nous,
ça c'est nouveau, Oui. mais en fait, Benoît, c'est pas du tout une nouveauté par rapport à la carrière de Somato. Non, exactement. Kuro était une œuvre qui était publiée préalablement à Shadows House. D'ailleurs, vous aurez le plaisir de savoir que c'est une œuvre qui est complète en 3 volumes. Donc, si Seulement jamais vous dites oh là là, je risque encore de partir pour une série longue, eh bien, absolument pas. C'est une œuvre qui est complète en 3 volumes. Et on y sent déjà toute la patte de Somato, leur intérêt pour le mystère, pour les ambiances victoriennes, pour les enquêtes. Sauf qu'ici, on est sur une histoire avec un chat assez étrange, avec des dents et pas Dieu, comme vous avez pu voir sur le pins, hein, et dans un univers qui est totalement décalé, c'est-à-dire ni tout à fait le nôtre, ni tout à fait un autre. Oui, en tout cas, il rappellera facilement l'univers de Shadows House à quelques nombreux quand même détails près, mais clairement c'est la patte de Somato. Du coup je suis en train de me poser presque la question de est-ce qu'il ne fait que ce genre de titre, moi ne le connaissant pas au-delà de ces 2 œuvres là, je suis très curieuse de peut-être en découvrir plus sur l'artiste, mais une des surprises en prenant ce tome de Kuro, c'est de découvrir à l'intérieur qu'il y a des pages couleurs, et pas qu'un peu, hein, c'est une grande partie de l'ouvrage qui est en couleur. Alors ici, on est sur un travail quand même qui est très très différent de ce qu'on peut retrouver dans d'autres séries, parce que en fait, tout va pas être colorisé de la même manière. Selon les ambiances, ça va être un peu différent, mais surtout, on a... attends, voilà ce que je voulais montrer. Ici, à partir du milieu littéralement du bouquin, on a un changement radical. On a tout en noir et blanc. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a une explication, il y a une logique narrative entre la couleur et le noir et blanc. Oui, on a une logique entre la couleur et le noir et blanc. C'est-à-dire que lorsque vous commencez Kuro, vous avez l'impression de lire, on va dire, des petites historiettes sur un chat, mais c'est un chat étrange et terrifiant, et sur sa compagne, sur sa maîtresse plus exactement. Et donc vous découvrez peu à peu l'univers, non pas par ses yeux, puisqu'on ne sait pas où sont ses yeux, mais par ceux de sa maîtresse. Et vous dites, bon, bah, ok, c'est un chat. Et en fait, vous réalisez que ce qui est la raison d'être de Kuro, pourquoi il accompagne sa maîtresse et pourquoi il se comporte de la sorte, bah, vous avez toutes les explications dans la partie en noir et blanc. Et donc en fait les deux se font véritablement écho, où d'un côté vous avez tout le talent de Somato au niveau de la couleur, avec des teintes extrêmement pastel, extrêmement douces, pour un univers qui est pourtant un univers plutôt effrayant, plutôt angoissant. Et à côté vous avez la deuxième partie qui elle est en noir et blanc, avec justement les explications sur ce qu'il s'est passé, et avec Kuro et sa maîtresse, Coco. Coco, tout à fait. La petite fille qu'on voit ici s'appelle Coco. D'ailleurs, c'est très mystérieux parce que dès le départ, on comprend qu'elle habite finalement toute seule dans un grand manoir. Oui. Les manoirs. Je pense qu'il y a une passion manoir chez Somato, surtout quand on sait que souvent les artistes, quand ils ont besoin, tu vois, de matériel comme ça, ils vont dans des endroits, genre j'ai besoin de dessiner une plage, je vais à Enoshima. Quoi? Comment? Dans ce cas-là, la recherche documentaire est toujours très très utile. Toujours, n'est-ce pas? Du coup, je me dis, il y a des manoirs ici, il y a du manoir dans Shadows House. Il est venu en France en fait, c'est ça? C'est possible. Hein, on est d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté très européen, je trouve, dans l'architecture même de ces différents bâtiments. Et rien que, finalement, même dans le village, hein, parce qu'on va être dans une espèce de village un peu grand finalement, avec des petites maisons, des routes, très importantes les routes, de la forêt, le fameux grand manoir. Et en fait, ce que je trouvais très intéressant, c'est que d'un point de vue architectural, on était encore une fois sur quelque chose de totalement occidental et pas du tout se rapprochant de l'univers du Japon. Donc on est sur des protagonistes qui ont des prénoms qui ne sont donc pas du tout japonais. Non. À part Kuro. Oui. Peut-être ce chat est japonais. Il y a que Vous avez Kuro un personnage qui s'appelle Milk, l'héroïne s'appelle Coco, donc on est effectivement très loin des prénoms japonais traditionnels. J'allais vous dire, il y en a un, il s'appelle Baguette. Non, c'est faux. Mais c'est vrai que les prénoms ne sont pas du tout orientés vers le Japon, donc je pense qu'il y a déjà un côté assez exotique par rapport à ça, pour en tout cas le lectorat japonais, bien évidemment. Mais en fait, quand on regarde tout ce qui va être bâtiment et tout, c'est vrai que ça rappelle totalement l'Occident. On dirait une espèce de peut-être d'Europe, d'une certaine époque. Du coup, on va rajouter à cet aspect finalement assez réaliste, hein, de cette construction-là, de ces personnages qui habitent également là, on va rajouter tout ce lore fantastique avec des monstres qui donc se baladent autour de tous ces gens. Et il y a une règle immuable qui est qu'il ne faut pas dévier de la route. Il ne faut pas quitter le chemin.
il ne faut pas quitter le chemin. Il y a des chemins de pierre. Et en fait, ici, c'est quand même encore au tout début, on a ici une page en fait, où on a une maman qui va aller au manoir, le manoir où habite la petite Coco. Et il se trouve que vous voyez, enfin si vous arrivez à voir un petit peu, il y a un chemin de pierre pour accéder au manoir. Je le cache un peu avec mon doigt, il y a un chemin de pierre. Il ne faut pas aller au-delà du chemin de pierre parce que même poser un pied sur la pelouse peut signer votre arrêt de mort tout simplement parce qu'il y a des créatures. Et alors là, en termes de créatures, moi j'ai vu des inspirations totalement différentes. Ça ressemblait un peu à Kaonashi de Chihiro. Finalement, oui. c'est des espèces de créatures qui sont noires, qui ont l'air de pouvoir se déformer. Qui sont très grandes, totalement dégingandées, presque, de toute façon, presque hors de proportion. Et dans le même temps, dans ces créatures, on a aussi des créatures qu'on rapprocherait très facilement des animaux. Sauf que moi, des animaux comme ça, j'ai pas envie d'en avoir comme ça chez moi. Voilà, et du coup, il y a tout ce mystère autour de Kuro, parce que, alors, c'est un chat, et on nous fait comprendre dès le tout début de ce premier tome que Kuro a été un chat normal à un moment donné dans sa vie de chat, et qu'il est revenu à la maison, et c'était devenu le Kuro qu'on connaît maintenant, donc avec cette unique, voilà, on voit ici la page, avec cette unique bouche pleine de dents assez effrayante au premier abord, mais Coco, elle va bien. Ouais. Coco, elle se dit juste, je crois qu'il est un peu différent, bon. Mais ça doit être dans ma tête. Voilà. C'est assez elle n'a pas d'autres chats non plus pour comparer. Et alors non, mais on voit d'autres chats dans l'histoire. Oui. On va voir d'autres chats justement. On va voir la relation entre Kuro et d'autres chats aussi. Mais c'est vrai que ce qui va être hyper intéressant et finalement même hyper attachant, car on a envie de suivre Coco, c'est son innocence, finalement sa candeur par rapport à toutes ces situations qu'elle va vivre dans ces tout petits, c'est des microscopiques petits chapitres en fait. On a l'impression qu'on est face à un rythme de narration très proche du yonkoma, qui est à la base des gags en 4 cases. Là, c'est vraiment des chapitres de, on va dire, 2-3 pages qui se concluent assez rapidement, puis on enchaîne, et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte qu'il y a un fil rouge qui se développe avec des indices qui sont disséminés à droite et à gauche, comme au tout début. Moi, je me rappelle, ça m'a fait vraiment, mais j'ai eu un frisson qui m'a parcouru dans le dos au tout début, quand d'un seul coup, elle dit à Kuro, viens, on va aller faire les courses, et qu'en fait, le chat, il fait il lui gratouille un peu les jambes, et elle fait, oh, tu veux pas sortir? Bon, allez, on va rester encore un peu, et en fait, sur ce plan-là, qui est incroyable, on voit la fenêtre sur le côté et on voit une chose énorme et effrayante qui passe derrière la fenêtre, mais on se dit et on se dit que faire ses courses doit être vraiment très dangereux à cette époque. En fait, j'avoue que par exemple, quand je crois que c'est le chapitre 2 d'ailleurs, à ce moment de l'histoire, moi je me disais vraiment, ok, dans quoi on a mis les pieds, est-ce que là on est en train de nous dire que genre en vrai c'est le danger tout le temps et qu'en fait Coco elle sort, elle a une épée, je sais pas. Et après au fur et à mesure des pages on se rend compte que non, il y a d'autres humains qui la côtoient, elle va au parc avec Kuro, mais surtout on se rend compte que Kuro n'est finalement pas juste un petit chat avec une bouche effrayante. Kuro, il est là pour de bonnes raisons. Je vous les dévoile évidemment pas, parce que c'est une des choses les plus appréciables à découvrir en lisant ce tome, qui vraiment vous donne envie. Ce duo Kuro-Coco, il est à la fois doux et en même temps avec ce petit côté un peu horrifique finalement. En fait, comment dire, ça nous laisse une certaine sensation, et en fait, c'est pas tout à fait de l'anticipation, mais on a un mini suspense qui est presque constant, car on ne sait pas, une fois qu'on a compris de quoi ça parlait exactement, on ne sait pas dans le prochain chapitre est-ce qu'il ne va pas se passer une dinguerie, et des fois il y a des surprises. Clairement, ce premier tome est déjà plein de surprises, et j'étais triste du coup en arrivant à la fin de me dire il y en a que 3, alors que l'univers il est génial en fait. Tout ce qu'il arrive à nous dépeindre, c'est trop bien. Ouais, là, on est vraiment dans un univers qui est très personnel, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait on a des personnages qui sont du coup des jeunes enfants, donc qui confrontés à cette épouvante n'en ont pas forcément conscience, et a priori en fait
Kuro étant l'animal qu'il est, eh bien, nous, en tant que lecteurs, on découvre pourquoi il est là, mais Coco, pour elle, c'est juste un chat comme un autre. Et donc, on accompagne Coco, on accompagne Kuro dans leurs explorations. Et au début, on se dit, quitter la route, c'est pas grave, on s'en fiche. Et en fait, très rapidement, non, on s'en fiche pas. Et pas du tout. C'est pas pour plaisanter qu'il faut pas quitter la route. Mais en plus, elle quitte la route tout le temps. À chaque fois qu'elle sort de la route, ah, mes pommes, elles sont Mince. roulées. Mon ballon. Ah. Quelque part, tu vois, au milieu du tome, quand les pages couleurs s'arrêtent, il y a un cliffhanger. Oui, Alors, je ne sais pas, mais du coup, peut-être que ce cliffhanger se suit après sur le tome 2. Oui, on a juste la suite de derrière. Alors, j'ai pas lu encore le tome 2, donc du coup, j'ai autant de suspense. Il y a autant de suspense que toi. La seule chose que je peux te dire, c'est que on a des pages couleurs dans le tome 1, mais en fait, les 3 tomes sont bâtis de la même manière, avec la moitié du début, donc le début, donc la première moitié en page couleur, et la seconde moitié en noir et blanc. Donc on est sur cette logique aussi dans le tome 2 et dans le tome 3. Donc ce serait pertinent que le cliffhanger couleur du tome 1 se poursuive au début du tome 2 en couleur. C'est génial, car c'était justement une des questions que j'avais. Est-ce que c'était exceptionnel pour ce premier tome, ou est-ce que ça allait continuer? Mais du coup, tu viens de répondre, et je trouve ça hyper intéressant. J'ai jamais vu un manga construit de cette manière-là. Nous non plus, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de le publier. Déjà, Somato, ce sont des artistes qu'on apprécie énormément. Avec, oui, on m'a dit que c'est un duo sur le chat. Ce sont des artistes qu'on apprécie énormément, et du coup, Kuro, qui était une œuvre antérieure à Shadows House, lorsqu'on a vu le dessin et lorsqu'on a vu le traitement, on s'est posé la question, parce qu'on s'est dit il y a quand même beaucoup de pages couleurs dans les mangas, en ayant généralement entre 4 et 8 pages. Là, on a la moitié d'un bouquin, comment est-ce qu'on fait? En fait, on a été tellement happé par l'histoire de Coco, de Kuro, par cet univers, qu'on s'est dit non, on peut pas, il n'y a même pas à se poser la question, on y va. Et donc on a fait en sorte de respecter au maximum la version japonaise avec les pages couleurs telles qu'elles sont dans la version d'origine. Mais du coup, à Glénat, en tout cas, il y a quand même une majorité, on va dire, de mangas qui sont principalement en noir et blanc. Cet aspect, j'imagine, en tout cas, vous permet, d'un point de vue matériel, logistique, de prendre des décisions tout de suite sur comment sera le manga, quel papier il aura, etc., etc. Ici, sur un cas comme Kuro, on a les deux. Comment vous avez... Sur un cas comme Kuro, oui. On a réfléchi très en amont. C'est-à-dire que déjà, d'un point de vue purement technique, on n'imprime pas de la couleur sur le même papier que du noir et blanc. Tout simplement parce que le papier manga qu'on utilise habituellement, c'est un papier qui a tendance à boire de l'encre. Quand on imprime en couleur, on imprime en 4 couleurs, du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Donc c'est comme si on imprimait, je dirais, 4 fois plus d'encre sur le même papier, et donc il fallait des papiers différents. Donc avant même de se dire est-ce qu'on le sort, etc., se pose la question de l'objet. Après, on a aussi d'autres éléments qui sont que Kuro, donc on a des pages couleurs, on a des pages noir et blanc. Il faut qu'on puisse avoir aussi un bel ouvrage, parce que Shadows House en a témoigné. Ce sont des ouvrages qui sont conçus presque comme des écrins, c'est-à-dire que dans Shadows House, vous avez une jaquette avec une dorure, et à l'intérieur, vous avez un début de page couleur, puis tout le manga noir et blanc, puis d'autres pages couleurs, comme si vraiment les pages couleurs entouraient la partie noir et blanc. Donc ce sont des éléments, on va dire, de réflexion de l'auteur, et qu'on essaye, autant que faire se peut, de respecter. Et donc avec Kuro, lorsqu'on a vu toutes ces pages couleurs, on a regardé déjà si c'était tout simplement techniquement faisable en termes de fabrication, parce que eux n'impriment pas les pages couleurs de la même manière que chez nous. Donc est-ce qu'il fallait ruser, ajouter des pages, etc. Et ensuite, on a étudié donc la faisabilité en termes tout simplement de coût, pour se dire est-ce qu'un ouvrage comme ça, on peut le vendre à un prix qui reste abordable, parce qu'on n'oublie pas qu'on reste sur du manga, et comment est-ce qu'on peut le travailler. Et d'ailleurs, il me semble que tu as le tome japonais avec toi. Oui. Quelque part. On va faire des petites comparaisons. Voilà, donc ça c'est le tome japonais de Kuro. Est-ce que vous voyez la différence? À quasiment rien près, hein, à part le petit encadré noir, évidemment, puisque sur l'un, ça va être écrit en japonais, mais même pas en fait. Il y a juste Somato qui est écrit en japonais ici. La différence est minime, hein. On est vraiment sur... attendez, hop, je le tiens bien. On est sur un copier-coller très réussi. Laissez-moi toucher la matière des couvertures. Oh, c'est très similaire aussi.
Parce que c'est pas du brillant, hein. On est d'accord, Non, c'est pas là, du là, brillant on non est plus. on est sur un pelliculage mat. Donc le pelliculage, c'est une sorte de feuille plastique très fine qu'on dépose sur les jaquettes. Et on a d'un côté le pelliculage brillant que vous connaissez dans la majorité des ouvrages. Par exemple, le Oui. Trillion Game, vous voyez, il brille à la lumière. Donc ça, c'est un pelliculage brillant. Et à côté de ça, on a des pelliculages mat qui, eux, sont du coup plus classieux, donnent un effet beaucoup plus agréable au toucher. Et comme la jaquette japonaise avait un pelliculage mat, on s'est dit, on va garder ce principe avec notre version française. Mais du coup, c'est quand même un pelliculage mat un peu particulier. C'est pas le truc standard de base. Alors là, on est sur un pelliculage mat normal, si je me souviens bien, puisqu'en fait, voilà, lorsqu'on prend le tome japonais entre les mains, on est sur un pelliculage mat classique. Par exemple, tu peux prendre l'Oxalisellor, on est aussi sur un pelliculage mat de l'Oxalisellor. Donc là, c'est un pelliculage finalement qui est assez classique. Mais par contre, c'est un élément dont qu'il faut prendre en compte quand on travaille par exemple sur la couleur. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, comme vous rajoutez une sorte de couche plastique, même si elle est légèrement transparente, ça a une légère incidence sur les couleurs, notamment au niveau du rouge. Et lorsque justement on a les épreuves, il faut qu'on anticipe cette variation pour faire en sorte que les épreuves couleurs qu'on valide soient au plus proche de la version japonaise, tout en tenant compte de cette nuance de rouge. Alors, est-ce que tu peux me tenir le bouquin comme Bien ça? sûr. Comme ça, on peut comparer en fait le traitement de la couleur sur la version française, qui est quand même parce que là, en fait, on a les deux, tu vois. On a la fameuse page avec la carte. Alors, je crois, c'est moi qui tiens. La française est un peu plus marquée en termes de couleur. C'est un peu plus pâle du côté japonais, mais du coup, quelque part, je trouve que ça permet de mieux prendre conscience des couleurs, tu vois. C'est un petit peu plus marqué pour la bonne et simple raison que le papier qu'on utilise n'est pas le même papier que le leur. Parce qu'en fait, la teinte naturelle, on n'est pas sur un papier totalement blanc comme peut l'être par exemple une ramette de papier A4 que vous trouvez dans les imprimantes. On est sur un papier qui a une teinte légèrement blanc cassé, et il faut aussi justement anticiper ce genre de teinte au niveau de la couleur pour faire en sorte que l'image ne soit pas trop prononcée, mais dans le même temps, comme cette couleur dépend du papier qui est utilisé, il y a toujours, on va dire, un effet de projection où on se dit ok, donc là maintenant on valide parce qu'on devrait avoir ce résultat-là. Donc c'est pour ça que des fois on a aussi des pages qui peuvent paraître peut-être un peu plus jaunes entre la version française et la version japonaise, tout simplement parce que le papier utilisé n'étant pas le même en termes de teinte, le rendu n'est pas forcément le même. Parce que, de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est vrai que selon le type de papier, il aspire, entre guillemets, l'encre pas de la même manière. Et du coup, j'imagine que ça doit beaucoup jouer parce que je sais qu'il y a des œuvres comme par exemple les adaptations de Webtoon au format papier en France. On est quasiment tout le temps, je crois, sur du papier glacé pour ce type d'impression-là. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez choisi d'avoir finalement un papier, j'ai envie de dire, c'est pas qu'il est texturé, tu vois, mais il est doux. Oui, on est il n'est pas glissant. On est sur un papier qui a effectivement une petite texture. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que donc, le papier glacé dont tu parles, on appelle ça des papiers couchés, et en l'occurrence, notamment par rapport aux webtoons. Comme les webtoons sont publiés à la base pour des écrans. Ça veut dire qu'on a des couleurs qui sont claquantes, qui sont pimpantes. Donc, on utilise un papier qui a un coucher brillant pour faire ressortir les couleurs. Sur du manga, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que le côté brillant peut être intéressant, mais 200 pages couleurs brillantes, en fait, ça peut finir par fatiguer l'œil. En l'occurrence, pour Kuro, on était sur une optique, je parlais tout à l'heure d'écrin pour Kuro, pour Shadows House, et on s'est dit qu'un papier couché brillant n'avait aucun intérêt, à plus forte raison parce que dans le tome japonais, ils n'utilisent pas un papier couché, ils utilisent un papier offset. Oui, c'est ce que je vois. Donc ça s'appelle offset. Voilà, ça s'appelle offset. On en apprend. Voilà. Et donc du coup, on est resté sur ce type de papier offset, qui est par exemple un type de papier que vous avez aussi dans les Ranma ou les Evangelion Perfect Edition. Parce que ce sont des papiers qui sont blancs, qui gèrent bien la couleur et qui sont en plus un petit peu plus lourds. Et donc on est resté au plus proche de la version japonaise, et lorsqu'on a reçu les images, on les a travaillées pour faire en sorte que, même si globalement la qualité était similaire, qu'elle puisse correspondre aux contraintes techniques d'impression du papier. Oui, parce que pour moi, un des trucs en fait que j'ai constaté, parce que avec le peu de connaissances que j'ai du milieu de l'édition, moi on m'avait bien expliqué que en fait c'est facile par exemple de rajouter des pages couleurs en début. Ou en fin, mais en intégrer au milieu, c'est un peu plus complexe, ça demande de travailler ça différemment. On en avait parlé par rapport à Evangelion. Et là, je me suis dit peut-être encore nouveau défi, dans le sens où on a une moitié
et une moitié d'une manière et une moitié de l'autre manière. Parce que, par exemple, les mangas qui sont publiés intégralement en couleur, la question se pose pas. Non. Tout est en couleur, on fait un choix au départ. Là, il faut jouer sur les deux tableaux. Oui. Et du coup, c'est, je pense, une des réflexions qui a été peut-être les plus complexes pour trouver le juste milieu, comme tu disais. Oui, exactement. C'était une réflexion qui a été faite très en amont. Par exemple, que tu parlais d'Evangélion, Oui. pour que les pages couleurs tombent correctement, il fallait que les pages noir et blanc soient des multiples de 16 pages ou de 8. Ce sont des livrets, des carnets. Des cahiers. Des cahiers, c'est les cahiers. Des cahiers de 16 pages. Et autant les Japonais pouvaient même mettre les pages couleurs où ils voulaient, autant nous, sur des multiples de 16, ça ne tombait pas. Donc il avait fallu intégrer des pages d'interchapitre avec un logo Évangélion. Là, on a de la chance. Sur Kuro, il s'est avéré que les pages couleurs constituent 64 pages. Donc un multiple de 16 dès le départ. Donc on s'est dit, c'est bon, on n'a pas besoin de ruser. Et on a pu du coup partir dès le départ. Sinon, oui, on aurait travaillé sur un chemin de fer, donc c'est-à-dire un détail page à page de ce qu'il en est par rapport à la version japonaise, de sorte que le graphiste, lorsqu'il se charge de la maquette, se dise ok, je mets ma page 1 à la page 1, ma page 2 à la page 2. Ah, là, il faut que je rajoute une page intercalaire, donc je mets ma page 4, etc. etc. Il y a Lily sur le chat qui nous dit que Bleach aussi, il y avait un tome où il y avait une page couleur qui était au milieu. Oui, exactement. Il y avait un tome en milieu de série où la page couleur était au milieu, et c'était pareil, c'est-à-dire qu'on avait dû vérifier si ça tombait sur un multiple de 16, et si je me rappelle bien, je crois que c'était aux alentours de la page 96, donc on devait être bon en termes de raccord. Mais sinon, oui, très souvent, on a vraiment cet élément à prendre en considération, et il y a des titres pour lesquels certaines pages couleurs, on peut malheureusement pas les mettre parce que le tirage fait que ça nous coûterait trop cher de mettre les pages couleurs là où elles sont, donc on est obligé de les passer en noir et blanc. Ah, c'est une des explications. Il y a Walkie Game qui voulait voir de plus près. Apparemment, on était quand même un peu loin. Okay. Alors attends, je vais retrouver la page avec la petite carte. C'est vraiment une de mes pages préférées. J'adore Page quand 24. les auteurs ils nous mettent des petits plans comme ça. Ça nous permet... Quelle page tu dis ? 24. A priori. Ah oui, donc c'est juste avant... Parce qu'il y a une numérotation aussi là-haut. Oui, il y a une numérotation et une numérotation en bas. Oui, j'ai suivi la Tu m'as numérotation en perdu. bas. Attends, Parce que je me déplace. Voilà. Plus près de la caméra. Comme ça, attends, regarde. On peut montrer... Attends, hop, vas-y, je te laisse. Par là. Comme ça, on voit un peu mieux. Donc le tome français, dis pour moi, Le tome français, voilà, à droite, et le tome japonais est à gauche. Parfait. Là, on voit bien la différence. Le tome français est très très bien. On le voit sur la page avec les cases. Oui, on voit aussi d'ailleurs que les couleurs du tome français sont beaucoup plus, un petit peu plus marquées, notamment sur l'avant-dernière case avec le fond vert, où on a une teinte plus pastel sur le personnage et où l'imprimeur a mis un petit peu plus d'encre. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit aussi, c'est que lorsque vous avez votre ouvrage, vous l'avez donc fini. Donc voilà, les cahiers à la base, ce sont des grandes feuilles qui sont imprimées, et du coup, au niveau des couleurs, on gère les couleurs sur plusieurs pages à la fois. Et donc l'imprimeur doit régler les couleurs en disant bon là c'est trop rouge, donc je vais baisser un peu le rouge. Mais si je baisse le rouge, ça veut dire que les chairs, donc les peaux des personnages ne seront peut-être pas assez prononcées. Donc il y a aussi une sorte de compromis lié à la technique en disant bon il faut tant de couleurs, mais je vais un peu baisser pour éviter la saturation. Je montre aussi un peu en noir et blanc comment ça rend sur ce papier-là. Ouais. C'est toujours le papier offset. Ça, c'est du noir et blanc, qui est très très bien aussi. Mais c'est vrai que le toucher est différent des autres mangas. On sent une certaine qualité du coup. On est aussi sur un papier plus épais justement. C'est-à-dire que comme on était sur un papier plus épais pour la couleur, on n'a pas voulu repartir sur un papier fin au niveau des pages noir et blanc. On s'est dit on va rester sur la même qualité, sur la même épaisseur de papier pour, là encore, garantir cette impression, cette notion d'écrin qu'on avait sur Shadows House et donc sur Kuro. Eh bien, merci pour tous ces détails. Tu nous as également ramené du matériel qui a servi à la préparation de la publication de Kuro. Du coup, je veux bien que tu nous partages un petit peu quelques éléments. Alors, notamment, je vous ai... les chromalins. Voilà, je vous ai rapporté des chromalins qui, justement, servent à la base pour l'impression. Donc, un chromalin, c'est une épreuve couleur qui est donc sortie en amont. Alors, vous voyez là, du coup, ça brille, tout simplement parce que le papier sur lequel on l'utilise est un papier qui est brillant, même si on sait que
même si on sait qu'à la fin, on aura un pelliculage mat. C'est-à-dire que ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on travaille sur un visuel couleur comme Kuro, c'est qu'il faut penser en termes de processus de fabrication. C'est-à-dire qu'on a d'abord la feuille qui passe en machine avec la couleur sur lequel donc, les imprimeurs règlent les densités, plus de rouge, plus de bleu, etc. Et seulement après, on a ce fameux pelliculage sur la jaquette. Donc ce qui fait que nous, en tant qu'éditeurs, lorsqu'on a des épreuves couleurs, on doit à la fois, je dirais, vérifier la partie sans ce pelliculage, et surtout en fait on doit simuler le pelliculage. Et c'est pour ça que là sur ce papier, on a à la fois ce côté un petit peu brillant que vous avez parce que le papier qui est utilisé pour la jaquette est un papier brillant. Mais par contre, comme on a un pelliculage mat, au niveau des couleurs, on a une simulation pour justement modifier un petit peu ces couleurs. Et à partir d'une épreuve comme ça, ce qu'on fait, c'est que donc on part d'une épreuve comme ça, on prend le tome japonais, on les met côte à côte. Alors on les met côte à côte en plus sous la lumière du jour, donc soit sous un néon, soit vraiment quand il fait jour, parce que vous avez bien vu que quand vous êtes dans votre chambre et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, on vérifie, et à partir de là, on détermine ce qu'il faut modifier ou pas pour être au plus proche de la version japonaise. Donc, il y a un processus un petit peu pointu à ce niveau-là, et à partir du moment où on est très proche de la version japonaise, puisque ça fait partie de toute façon des exigences des ayants droit, à partir du moment où on est très proche de la version japonaise, on valide, et une fois qu'on a validé, cette épreuve en fait est envoyée à l'imprimeur. Parce que cette épreuve fait foi, et c'est par rapport à cette épreuve que l'imprimeur doit pouvoir travailler. Et par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête avec cette fois-ci donc Shadows House. Oui. Donc Shadows House, vous voyez qu'il y a une dorure sur le logo le logo de Shadows House. Oui. Et donc la dorure, il ne s'est pas imprimé en couleur, c'est vraiment un phénomène supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la fameuse dorure à chaud. Voilà, c'est ça, sur ce qu'on appelle une dorure à chaud. Donc sur l'épreuve de Shadows House, matériel, ça peut faire bizarre, mais du coup, vous n'avez pas le logo. Vous n'avez pas le logo Shadows House, puisqu'en fait, comme le but de cette épreuve est de vérifier la couleur, l'imprimeur imprimera d'abord la jaquette avant de mettre ensuite le logo Shadows House en doré par-dessus. Je vous avoue que la première fois qu'on a reçu une épreuve comme ça, on s'est dit mais l'atelier, qu'est-ce qu'ils ont trafiqué avec nos fichiers? C'est pas ce qu'on veut. Et après, en réfléchissant au processus de fabrication, on s'est dit non, c'est normal, mais c'est vrai que ça peut faire bizarre de se dire je comprends pas, je reçois un visuel, j'ai mon code barre, mais j'ai pas le titre, j'ai pas le nom de l'auteur, ça marchera jamais. Donc c'est pour ça. Et notamment justement sur donc ça c'est la version française. Oui, tu as la version japonaise également, évidemment. J'ai également la version japonaise de Shadows House. Waouh. Et notamment sur Shadows House, on a aussi une autre problématique, c'est que sur Kuro, on a vu tout à l'heure qu'on avait des papiers de jaquette et des papiers intérieurs qui étaient finalement assez similaires. Oui. Donc on pouvait être très proche sans que ce soit gênant. Il s'avère que le papier utilisé sur Shadows House est un papier qui est un papier à texture, un papier de création. Là où le papier que nous avons utilisé pour Shadows House, c'est simplement un papier de jaquette traditionnel. Donc, il a fallu, je dirais, régler les problèmes de couleur pour être au plus proche de la version japonaise, en sachant que leur papier n'est pas le même que le nôtre. Donc, il a fallu travailler. Et finalement, on a un résultat qui est très très proche au niveau des rouges. Ça se voit aussi notamment au niveau de l'arrière-plan qui est donc plutôt saumon rose. Mais ça suppose un travail de couleur beaucoup plus poussé pour être sûr que le résultat de la version japonaise soit au plus proche, enfin que le résultat plutôt de la version française soit au plus proche que du résultat de la version japonaise. Je peux regarder parce qu'en fait, moi j'étais bluffée par le dos. Voilà, c'est trop joli. C'est un truc spécial en fait qu'ils ont fait au Japon. Oui, ils ont utilisé des. Ils ont fait ce qu'on appelle une dorure à chaud. Ou une sorte, ce qui est un peu l'inverse d'un embossage. C'est comme si vous avez une sorte de tampon, une sorte de fer à dorer, sur lequel qui vient se poser sur la feuille. Donc il y a une forme qui est tout simplement réalisée, donc avec par exemple le logo Shadows House et qui vient se poser sur chaque feuille pour dorer, en sachant que bien évidemment les deux brillent, c'est trop beau. Vous avez différentes teintes de dorure. Et que lorsqu'on travaille en amont au niveau de la production sur ces éléments-là, il ne faut pas simplement dire voilà, je veux du doré. Il faut préciser doré telle référence parce qu'on n'est pas sur les mêmes. Par exemple, il y a un prochain Shadows House qui vient de sortir au Japon qu'on a reçu. On est plutôt sur une teinte de doré style vert d'eau que vraiment doré jaune. Donc il a fallu qu'on aille chercher dans les teintes existantes quelle était la plus proche pour notre version. Mais alors je suis curieuse, est-ce qu'en France, la technologie pour faire quelque chose de similaire, elle existe ou pas? Alors la technologie pour faire quelque chose de similaire existe puisque
que c'est une dorure. Là où nous, sur Shadows House, on est sur ce qu'on appelle un foil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait déposé une sorte de film doré sur certaines zones. Et, voilà. Et la dorure, c'est un phénomène qui coûte, je dirais, tout simplement plus cher à produire parce qu'il faut déjà la forme du fer à dorer, puis ensuite l'utiliser. Donc le foil, c'est une manière d'obtenir justement des jaquettes qui sont esthétiques, qui sont dorées, sans passer par le coût de la dorure, et ce qui permet que du coup des titres comme Shadows House, on puisse les proposer à des prix abordables, parce que si on était parti sur l'optique d'une véritable dorure avec cet effet texture, déjà on n'est pas forcément certain que les lecteurs pour la Perfect, voilà. quand la série sera finie Voilà. dans 5 pour ans, la Perfect, ou quand je la sais série pas. sera finie, on pourra mettre ça à l'étude. Ouais, parce que du coup, en fait, je découvre que ça, c'est possible. En fait, j'avais jamais vu ce type de choses, tu vois. Et je me dis, oh, ça, sur une Perfect, ce serait hyper joli, quoi. Ce serait vraiment magnifique. Parce que du coup, c'est vrai que moi, je trouvais que déjà, de base, l'édition française était très jolie, mais j'avais pas vu c'était quoi exactement ce qu'ils avaient fait au Japon. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant, mais si tu nous expliques là qu'il y a des coûts différents. En fait, le truc, c'est que au Japon, pour des coûts moindres, on peut faire des choses assez incroyables. En fait, on n'est pas sur les mêmes gammes de tirage. Comme ils impriment beaucoup plus d'exemplaires que nous, je dirais leurs coûts peuvent être davantage minorés. Mais nous, même de base, enfin avant le Covid, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui coûtaient quand même moins cher. Parce qu'en fait, tu sais, l'univers des gens qui font du doujinshi, il y a tellement de choses incroyables qu'ils peuvent faire sur leur couverture de petits tirages à 500. Mais on veut faire la même chose en France, les chiffres sont multipliés par 10. Et je le sais parce que je connais pas mal de gens dans le fanzina aussi, et je trouve ça donc incroyable qu'il y ait une telle différence de prix. Mais l'explication, c'est celle que tu viens de donner. Il y a tellement de gens qui vont faire du doujinshi ou pour les mangas ou pour des ouvrages classiques qui consomment du livre. En fait, le nombre de consommateurs au Japon n'est pas le même que chez nous. Exactement, non, c'est pas du tout le même. Que du coup, forcément, il y a plus de clients, donc ça va être des tarifs qui vont être beaucoup plus accessibles. Et c'est pour ça que je me dis, franchement, si on peut avoir ça pour une petite Perfect, parce qu'une Perfect, on peut chiffrer un peu plus. Bien sûr. Donc là, clairement... L'idée d'une Perfect, c'est de proposer justement un ouvrage qui soit d'encore meilleure qualité, encore plus agréable en termes d'objets. Donc c'est le genre de choses qu'on étudie. C'est très intéressant là pour le coup, le côté doré. Il y a juste un truc que j'ai remarqué je l'avais pas vu juste à la couverture du manga, parce que j'ai pas forcément fait très attention, mais quand on tient la couverture de Kuro de cette manière là, travail du duo d'artistes, j'ai envie de dire, car en fait on a notre héroïne qui est ici avec son petit chat. Alors évidemment on la retrouve ici dans le reflet du miroir, mais ce qui est amusant, c'est qu'on la retrouve également en parallèle ici, mais dans un tableau. Oui. Et en fait, on la retrouve à l'époque où son chat, c'était un vrai chat. Donc en fait, j'ai trouvé le contraste intéressant, car je me suis dit, c'est bien pensé de la part de l'artiste. Et puis là, on a des petits cadres après qui peuvent nous montrer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur la couverture. Il faut ouvrir le manga, puisque c'est à l'intérieur. On voit un peu encore le chat. Mais là, il a plus d'yeux, il a plus rien, donc on se dit c'est un chat récent. c'est un chat récent. Non, je trouvais ça intéressant, la composition en fait qui avait été faite sur cette couverture, parce que tu sais, ça arrive souvent, les artistes en fait quand ils font une couverture, ils font vraiment genre la couverture. Et là on est finalement sur des artistes qui vont nous proposer un paysage complet. Et ça c'est fabuleux. Ça, je suis extrêmement fan. Quand même, pour noter un petit peu toutes les particularités du travail qui a été mis en place, évidemment, pour Kuro, qui finalement est un titre très intéressant. Il y a plein de petits aspects comme ça qui changent par rapport à un manga classique. Bien sûr. Oui, ça fait partie justement des petits défis auxquels on est confronté en tant qu'éditeur. Lorsqu'on a un ouvrage qui sort de l'ordinaire, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter. Et c'est vrai qu'il y a eu une période, notamment quand on envoyait les exemplaires japonais aux imprimeurs, ils nous disaient mais en fait ça on sait pas faire, et on était obligé de leur répondre essayez de vous en approcher. On comprend que vous ne pouvez pas forcément faire la même chose. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Les Akira, donc les grands formats, au Japon, il y a des pages de garde qui sont collées sur la couverture, alors que la couverture est une couverture souple. En Europe, généralement, les pages de garde qui sont collées, c'est pour des couvertures cartonnées. Dans les premières versions d'Akira, en l'occurrence, les imprimeurs ne savaient pas faire. Et finalement, quand on a réédité Akira, notamment à l'occasion du Grand Prix de Katsuhiro Otomo à Angoulême, là, les imprimeurs avaient pu développer des techniques qui permettaient de se retrouver au plus proche, ce qui a permis justement d'avoir cette version.
Qui est très très bien. Par rapport à tout ce qui est, on va dire, manga avec de la couleur à l'intérieur, il n'y a pas que de la couleur classique, on peut retrouver aussi ce qu'on appelle de la bichromie, Oui. qui tout simplement, comme son nom l'indique, il va y avoir deux Deux couleurs, en plus évidemment du blanc qui est la couleur de la page La couleur du naturelle. papier, oui. Alors, il y a eu des cas, par exemple, dans Dragon Ball Super. Oui. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est étonnant qu'il y ait de la bichromie Alors, en fait, comme ça dans Dragon alors, Ball oui, Super. il y a dans Dragon Ball Perfect. En fait, c'est. Alors, pourquoi il y a marqué Super? C'est parce que. Car moi je me C'est un disais, axe manqué. de fou, je me posais la question de Voilà. ah bon, dans Dragon Ball Non, Super? non, c'est dans Dragon Ball Perfect. D'accord, Alors, il y a- du coup alors, ça a plus de sens. Il y a eu des cas de bichromie dans Dragon Ball Perfect. C'est parce qu'en fait, alors Dragon Ball, rappelons que ça a été édité au milieu des années 80, puisque le premier chapitre date de 84, si mes souvenirs sont bons, ou le premier tome. Et donc, à cette époque, les techniques d'impression n'étaient pas forcément les mêmes. Et les ouvrages, les pages de Dragon Ball qui étaient prépubliées dans les magazines étaient des fois en couleur ou même des fois simplement en bicro. C'est-à-dire qu'en fait, c'était dans le magazine qui déterminait si on était sur des pages couleurs ou sur des pages en deux couleurs. Et à partir du moment où l'édition perfecte de Dragon Ball est sortie au Japon, la règle était de proposer les pages telles qu'elles avaient été présentées dans les magazines, version un petit peu plus aboutie. Et Je cherche si on a des perfects Ils sont sous la ils main, sont mais cachés. non, parce qu'en fait on les a pas mais descendus. Voilà. Et donc du coup, on a repris. D'ailleurs, la collection. Alors, c'est généralement au début les pages couleurs. J'avais pas vu jusque-là. Magnifique. Donc Ah, on a repris ces pages couleurs. Mais j'ai un autre exemple beaucoup plus Ah, flagrant. ça c'est en la fait. couleur Voilà. là. Là, Là on c'est est pas sur la la couleur. bichromie. Là Mais c'est. j'ai un exemple beaucoup plus flagrant en termes de bichromie. Ah mais oui. Alors attention, on peut pas ouvrir n'importe quelle page. Non, je vais vérifier, mais normalement, voilà. Attention. Voilà. La bichromie elle est là. Voilà, là on est sur de la bichromie. Là pareil sur Sanctuary, on est sur de la bichromie. Donc c'est tout simplement parce que à l'époque, les planches avaient été préparées en bichromie et pas en couleur. Et on part tout simplement des fichiers qui nous sont fournis par les éditeurs japonais. Et à partir du moment où on dispose des pages couleurs et où on est dans un grand format, on essaye de les mettre selon les impératifs techniques que l'on connaît, qu'on a l'habitude de maîtriser. Et bah écoute, c'est trop bien. Il y a des gens sur le chat en fait qui parlent quand même un peu de la couleur. Alors attends que je reprenne un peu les propos, mais je crois que dans l'idée, ils considèrent que il pourrait y avoir plus de, on va dire quelque part finalement plus de choses pour le même prix. Je sais que par rapport en fait, ici, je crois que c'était ça, par rapport à la dorure à chaud en tout cas de la couverture, il la compare à la même qu'on peut retrouver sur les coffrets One Piece. Il y a quelqu'un qui parlait des coffrets vides aussi. Alors je mélange peut-être un petit peu toutes les idées qui sont en train de se balader sur le chat, mais on avait déjà parlé des coffrets il y a longtemps et on avait parlé de cette différence qui existe au Japon, mais peut-être que les gens ne le savent pas parmi les gens qui sont ici avec nous, mais en tout cas pour les coffrets One Piece, sachez qu'au Japon spécifiquement, il y a une grande, car j'ai eu les deux sous les yeux, une grande différence entre le coffret One Piece vendu avec les mangas et le coffret One Piece vendu sans les mangas. On a littéralement pas du tout la même boîte. On va dire, je me rappelle au moment où le premier coffret était sorti, je sais plus si c'était toi ou Satoko, mais l'un de vous deux nous avait expliqué que justement c'était pas possible de proposer au public français du coup la même chose avec un coffret aussi dur, aussi complexe on va dire, avec un tarif du coup encore plus élevé pour les gens qui achètent la version avec uniquement les mangas, et à côté proposer comme le Japon un coffret vide comme du papier carton quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on savait c'était pas possible. Faut savoir qu'au Japon donc le coffret One Piece plein, on est sur un vrai coffret avec je dirais avec un côté vraiment cartonné. Là je vois qu'il y a une question sur le coffret Akira, voilà, on est sur ce même type de qualité. Là où le coffret vide pour les gens qui ont déjà la collection, on va dire on est plus sur un carton, je schématise, presque boîte de médicaments. Donc on est vraiment sur deux éléments totalement différents. Et ce qu'on savait par rapport au lectorat et de One Piece, c'est que si on sortait le coffret plein super quali et le coffret vide, on va dire boîte de médicaments, le coffret plein super quali, les fans de One Piece allaient se plaindre parce que ils avaient déjà acheté la série, ils pouvaient pas l'avoir. Et si on disait on vous propose le coffret vide, ils allaient se plaindre parce qu'ils disaient mais oui mais en fait on n'a pas la qualité du coffret plein.
Et le coffret plein, c'est que comme c'est un coffret qui est pour le coup extrêmement cartonné, c'est un coffret qui est obligé de se vendre en volume. Donc cela revient à dire qu'en fait, comme on le vend en volume, ça prend beaucoup de place en termes de stockage, en termes de carton, et surtout ça génère énormément de déchets. Quand je dis énormément de déchets, ça veut dire que quand le libraire commande son exemplaire, comme les coffrets sont pas tout seuls, mais ils sont livrés dans un carton, ils arrivent très souvent abîmés, et il n'est pas rare que sur un tirage, on ait près de la moitié de perte, ce qui voulait dire que le prix aurait été augmenté pour tenir compte de ces éléments, que ce soit par des éléments de protection et autres. Donc c'est pour ça que pour la version française, nous avons pris le parti de proposer un coffret qui soit donc un emballage carton, qui ne soit pas un emballage médicament, qui ne soit certes pas un emballage comme on peut avoir sur un coffret Akira, mais qui a la particularité qu'il s'agisse du même pour ceux qui achètent le coffret dans la totalité et ceux qui achètent le coffret seul. Voilà, c'était vraiment en fait la décision qui a dû être prise parce que c'était évident, mais à des années-lumière, que les gens n'allaient pas apprécier du tout de se retrouver. Est-ce que vous mettriez 15 € dans un coffret vide juste parce que on s'est posé la question, on a interrogé des libraires, on a interrogé d'autres personnes et on a abouti à la conclusion que le résultat malheureusement n'était pas là et qu'il valait mieux proposer une seule et même version pour la totalité des lecteurs. C'est finalement un entre-deux d'ailleurs qui a été fait pour le coffret de One Piece, parce que vous achetiez la version avec les bouquins, que vous achetiez la version seule, c'est exactement le même produit. Mais du coup, c'est vrai que sur les coffrets qui sont disponibles, on est sur, pareil, il y a certains coffrets en tout cas qui ont des espèces de dorures en tout cas intégrées. Et alors moi je suis d'accord avec les gens, c'est vrai que on va dire que c'est éblouissant pareil, c'est-à-dire que ça, effectivement, ça nous pète bien la rétine. C'est vrai, c'est très beau, on est d'accord. Mais on a bien compris que c'est une technologie qui est très différente. Et du coup, cette dorure semble ne pas convaincre certains des viewers. Et c'est on est d'accord, la même technologie que celle-ci qui est sur les coffrets. Oui, on est sur une technologie un petit peu différente. Un petit peu quand même. En fait, là, on est sur ce qu'on appelle un foil. Donc, je parlais d'une sorte de couche. Oui. Là où sur les coffrets, et c'est notamment lié au fait qu'on est sur du carton. Donc, on peut pas, comme c'est sur du carton, on ne peut pas utiliser les mêmes technologies. On est simplement sur une encre dorée, tout simplement. Et c'est vrai que cette encre dorée, elle est plus facile à appliquer sur le carton que véritablement un foil, parce que les cartons, comme après ils doivent être pliés avec des rabats, etc. C'est beaucoup plus facile d'utiliser de l'encre que d'utiliser cet élément-là. Voilà pour toutes les explications qu'on peut vous fournir, parce qu'en fait, en vrai, même moi, je ne suis pas éditrice et vraiment depuis que je côtoie Benoît, j'en apprends énormément sur les dessous du métier de l'édition et finalement toutes ces choses qui incombent en fait. C'est une chaîne qui va impliquer énormément d'acteurs, que ce soit les gens qui vont prendre les décisions, les gens qui vont paramétrer, les gens qui vont fournir le matériel, les imprimer. Enfin, c'est vraiment une chaîne incroyablement longue avec parfois un tout petit paramétrage qui peut changer et ça peut tout faire basculer. Donc vraiment, moi je peux comprendre que les gens qui ne travaillent pas dans ce milieu, qui regardent ça de l'extérieur et qui sont juste des consommateurs et qui comparent leurs livres japonais avec les livres français, je peux comprendre effectivement qu'on se pose la question et du coup les éléments de réponse sont toujours les bienvenus. Comme ça permet de prendre conscience des impératifs. Là, avec toutes les explications en plus qu'on a eues sur finalement les choix qui ont dû être appliqués. Et on est en train de rêver tous ensemble sur une perfecte de Shadows House avec le truc qui est à moitié tamponné là. Moi, j'ai très envie d'y croire. Attendez, j'essaie de rattraper un peu le chat pour voir si quelque part ça a répondu un peu à votre question ou pas trop. Ah, il y avait la question sur Akira. Une réimpression est-elle prévue ? Alors, une réimpression est-elle prévue ? Oui, le coffret Akira est officiellement toujours à notre catalogue. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que le coffret Akira, on est sur un ouvrage qui est quand même à un prix de vente assez conséquent, qui est de l'ordre de 99 € si je me souviens bien. Et de ce fait, les 120 coffrets... ou 120, oui, pardon. Je l'ai acheté, oui, donc 120. Ça 120. Donc, on est sur un prix qui est quand même assez important. Et généralement, ce genre de coffret étant un coffret cadeau,
vidéo, ils sont plutôt réimprimés pour la fin d'année. Donc, on a aussi du coup des arbitrages aussi à faire parce que vous imaginez bien que quand on va en librairie, qu'on va voir le libraire, on se dit j'ai ça comme coffret, ça comme coffret, ça comme coffret, ça comme coffret, le libraire fait mais en fait j'ai pas la place de les stocker. Je sais que si j'en prends je vais en vendre, mais j'ai pas la place de les stocker. Donc chaque année en fait on étudie les différents coffrets et oui, le coffret Akira sera réimprimé très probablement pour la fin d'année. Je croise les doigts. Pour le moment les arbitrages n'ont pas encore été faits. Merci pour ces précisions. Il y a Nit Neork sur le chat qui parle de la taille de son coffret. Là aussi, je pense tout simplement cette personne n'était pas là quand on a parlé de cet aspect du coffret, puisque en fait, il faut savoir que One Piece est une série qui est éditée en France depuis vraiment très 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 longtemps et que en fait au fur et à mesure des années il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme par exemple ne serait-ce que le choix du papier. Le choix du papier implique du coup que la taille du manga va changer en fonction du nombre, de l'épaisseur du papier. Donc fatalement, il y a des tomes qui font certaines tailles qu'aujourd'hui ils ne font plus et parce qu'il fallait gérer ça évidemment avec les accords des ayants droit, il a fallu se caler sur une année d'édition et je crois que c'est 2013. 2017 si je me souviens bien. C'est 2017. Sur les coffrets vides, c'est indiqué que les coffrets vides sont valables pour les One Piece publiés à partir de janvier 2017. Voilà. Donc c'était il y a, alors attendez, laisse-moi compter 23 il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Donc, en se basant sur le calibre du papier de cette période-là, les mangas, normalement, rentrent. Parce que c'est en fait impossible. C'est impossible de faire une taille de coffret pour toutes les collections, en fait. À partir du moment où vous avez eu un tome, genre il y a 20 ans, un autre tome 10 ans plus tard, en fait, on peut pas, il n'y a pas de combinaison idéale, malheureusement. Moi, j'ai une amie qui a les tomes de One Piece depuis un moment. Et alors, effectivement, il y a un tome qui rentre pas dans son coffret, en tout cas pour le premier, puisqu'elle m'avait montré pour le premier. Mais alors, le truc, c'est que ça la gênait pas. Elle mettait le tome à côté, et puis après, elle a pris l'autre coffret vide, et puis elle a fait la même chose sur le deuxième coffret. Elle n'était pas gênée. Mais du coup, c'est à cause de cette complexité de pouvoir, du coup, gérer au niveau du papier que y a des tomes qui ne peuvent parfois pas rentrer. Mais si vous aviez les tomes depuis 2017... tous y rentrent normalement sans le moindre souci. C'est eux qui ont servi de gabarit pour le fabricant. Voilà. Alors au Japon, la question se pose pas forcément parce que peut-être que eux, ils n'ont pas eu besoin de changer de papier au cours de leur publication. C'est aussi une des possibilités. Il y a Genost qui demande. Alors merci pour la réponse. Mon tome 23 date de 2014. C'est décevant, oui, effectivement, oui. Mais c'est 2014. Il a fallu, une très belle année 2014. Il y a un autre élément qu'il faut aussi garder en tête, c'est que tu disais bien qu'on a différentes épaisseurs d'ouvrage, et surtout en fait, comme One Piece est édité depuis 2000, en fait, on pouvait même pas se dire on va inclure tel coffret avec tel type de publication et on va faire tel coffret avec tel type de publication, parce que vous pouvez tout à fait avoir sur une série que vous suivez certains tomes qui ont une certaine épaisseur et d'autres, parce que vous les avez achetés plus tard, qui ont une épaisseur totalement différente. Donc en fait, on avait vraiment des paramètres, des variations qui faisaient qu'on ne pouvait pas envisager de faire plusieurs coffrets. C'est pour ça qu'il a fallu trancher. On s'est dit, 2017, c'est quand même, ça remonte à quand même il y a 5 ou 6 ans à l'époque où on a fait les coffrets. Ça nous paraissait du coup une date, on va dire, suffisamment reculée, même si on a bien évidemment conscience que les fans qui ont commencé ont d'autres ouvrages pour fixer ce format. Oui, c'est pas évident, hein, c'est une tambouille compliquée, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je vois donc il y a une question sur Dragon Ball. Est-ce que, je sais pas si ça existe au Japon pour le coup, mais est-ce qu'il y aurait un jour une édition intégralement en couleur? J'avais vu passer il y a très longtemps des pages couleurs de Dragon Ball à l'époque où ils le proposaient en version numérique. L'idée étant, en fait, on voit qu'au Japon, pour justement gagner un lectorat qui a plus grandi avec le numérique, ils colorisent énormément de pages. Je suis passé des pages de One Piece en couleur. Et c'est vrai que quand je les ai vues, je me suis dit... quand même, ça pourrait valoir le coup. Après, pour le moment, rien n'est prévu pour le moment concernant cette édition de Dragon Ball. On a toujours l'édition courante, Dragon Ball Perfect, Dragon Ball Super. Voilà. Il y a aussi Dragon Ball SD, qui pour le coup est une version couleur de Dragon Ball, mais comique. Mais pour le moment, c'est pas encore à l'ordre du jour.
Il y a Masta Joker sur le chat qui dit qu'apparemment il nous faut une statue de Fédois dans le hall de Glénat, à côté de Titeuf peut-être. Je sais pas. C'est une idée. On va en parler à Monsieur Glénat. Je vois pas d'autres possibilités. Lamu, on avait déjà répondu à la question avec Satoko. Très compliqué. Oui. Très Oui. compliqué pour le coup, parce que c'est une très longue série. Oui. Et Si je me rappelle bien, elle compte 18 volumes en édition Bunko. Et malheureusement, même si on a tous conscience que c'est une série culte, elle ne l'est pas forcément autant qu'a pu l'être un Ranma 1/2. Donc c'est aussi pour ça qu'on se posait la question. Et donc, quand Rumiko Takahashi a été à le Grand Prix à Angoulême, on a proposé la Rosei Yatsura Perfect Color Sélection. oui, Qui avec les donc chapitres reprenait, qui étaient en voilà, couleur au Japon. et notamment pour justement voir si cette attente qu'on percevait sur les réseaux autour de Rosei Yatsura était une attente simplement liée au réseau ou une attente beaucoup plus globale. Et pour le moment, Rosei Yatsura est très compliqué parce que, a priori, le lectorat qui serait intéressé par une édition comme celle-ci est extrêmement fidèle, mais malheureusement pas suffisamment nombreux. Il y a Walkie Game qui pose une question par rapport à un grand format One Piece. On va expliquer la règle de Glénat, qui est que tant que la série n'est pas finie... Voilà. Tant que la série n'est pas finie, il n'y a pas de nouvelle édition. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça dépend des éditeurs japonais, mais notamment pour One Piece, on part en fait d'une édition existante qu'on adapte pour le lectorat francophone, et il n'y a pas d'édition grand format, en tout cas volume en librairie, pour One Piece. Il y a eu une édition magazine qui s'appelle les One Piece Log, qui était plus à destination de la presse, et notamment ces One Piece Log ont également été adaptés en fascicules par un partenariat il y a quelques années, mais ces fascicules ne sont plus disponibles. Donc pour l'instant, la seule édition de One Piece que vous avez, c'est l'édition courante. Si vous voulez du grand format, vous avez le One Piece Magazine. Moi, je pense qu'en fait, ils veulent une édition Oden. Une édition à faire bouillir. Ils veulent... voilà, je peux comprendre. Hein. Après, c'est juste que là, la série, elle n'est pas finie. Et je sais que c'est les règles de la maison. Donc ça, c'était facile de le voir venir. Walkie Game demande s'il n'y aurait pas eu un impact avec récemment la diffusion de l'animé. Mais du coup, vous l'auriez constaté. C'est ça. C'est-à-dire que oui, on a senti un petit frémissement, mais assez léger finalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un engouement. C'est-à-dire que les fans qui connaissaient Rosei Yatsura, bien évidemment, déjà, ils avaient acheté l'édition Perfect Color Sélection lorsqu'elle était sortie. Donc on n'a pas eu, on va dire, un raz-de-marée. Nous, on serait bien évidemment ravis de pouvoir proposer une nouvelle édition de Rosei Yatsura, mais si malheureusement le lectorat n'est pas au rendez-vous, il faut parfois devoir faire des choix déchirants. Voilà. Mais moi, je suis triste. Hein. Même moi, je suis triste. Je suis très fan de Rosei Yatsura. Pour moi, c'est cultissime. Avec des génériques incroyables de l'époque. Et même les nouveaux qui sont très très bien. Donc pour l'instant, il y a surtout l'animé qu'on peut vous recommander, malheureusement. Ou alors les Bunko. Mais vraiment, je trouve pas ça pratique à lire. Par contre, j'ai découvert que du coup, les Bunko en numérique, c'était vachement bien. Parce que du coup, en numérique, on peut zoomer. Donc en fait, en Bunko, ça passe de ouf hyper bien en numérique. Ah ouais, non mais... Bunko en grand format. Non, mais c'est littéralement ça. Et c'est là que je me suis dit, waouh, mais c'est ça, lisez-le tous en numérique. Hein. C'est pas la même, hein, je suis d'accord. Mais ça marche hyper bien. Il y a une question, on est passé vraiment en mode FAQ. Il y a une question de Tepes qui parle des Adachi. Puisqu'il y a des Adachi, effectivement, à la base, chez Glénat. Sont en arrêt de commercialisation ou pas? Je sais plus. Je sais pas. Il ne me semble pas que les Adachi soient en arrêt de commercialisation. La particularité des Adachi, c'est qu'en fait, on est sur des titres qui ont une très faible rotation. Donc la rotation, c'est en fait le nombre d'exemplaires qui se vendent soit par mois, soit à l'année. Et que, comme on passe par un distributeur, on a tout simplement un stockage qui nous est alloué. Du coup, on doit trouver le juste équilibre entre le nombre d'exemplaires correspondant pour pouvoir assurer ses ventes. Mais la particularité de l'impression, c'est qu'en fait, moins vous imprimez d'exemplaires, plus ça vous coûte cher. Et actuellement, sur les devis qui nous sont proposés, le prix d'une réimpression d'un Adachi est plus élevé que le prix de vente. Donc, c'est assez difficile de proposer un ouvrage à perte. Donc, on étudie différentes options, notamment en envisageant des pistes comme le fait de grouper des petits tirages, en se disant, voilà, par un effet de masse, petit tirage plus petit tirage plus petit tirage, à un moment, un imprimeur va nous dire, bon, bah, ok, je vous prends tout ça. Donc, voilà, donc ça fait partie des pistes. Les titres sont toujours au catalogue et on étudie le meilleur moyen de faire en sorte de les proposer sans pour autant devoir doubler ou tripler le prix. Du coup, on a Touch oui. et il y en a un autre.
C'est l'embrasse, l'off, ouais. je savais, c'est ça. la piscine, c'est ça, c'est sur la Et puis natation. on a Nijiro Togashi. Si L'OVNI. C'est l'OVNI dans l'univers de. Enfin, je l'appelle comme ça. Non, parce que si vous faites une perfecte, moi je connais un Valentin Paco, qui sera ravi. et il vous fait C'est un une lobbyiste, promo. hein, je crois. Hein. Il vous fera la promo. On est bon là-dessus. Parce qu'en plus, il m'a dit récemment, il m'a dit Touch, c'est mon manga de cœur. Je l'ai eu récemment en émission. Et vraiment, c'est vrai que quand il parle de Touch, je fais, mais même tu les as déjà lus, tu sais déjà ce qui se passe dedans, t'es ému. Tu T'es vibres. ému. Ouais, je suis tout à fait Donc d'accord. c'est vrai que comme en fait récemment il y a eu de l'actualité autour de cet artiste, je pense que la question venait de là. Il s'est dit bah il y a tel titre qui ressort ailleurs, peut-être que ça va créer un mouvement ici aussi. La question était légitime. Moi je peux comprendre effectivement qu'on se pose la question. Je vais évidemment les travailler au corps. Genre, ils vont avoir trop peur de moi. Il y a Caroline qui arrive, attention, Elle a des questions, attention. non, tu n'as pas raté les annonces Stratos, c'est dans quelques instants. D'ailleurs, on va revenir rapidement juste sur Shadows House, Oui. parce que du coup, on s'est vraiment concentré sur Kuro, sur le travail effectivement de la couleur dans les mangas. Dragon Ball, perfect, hein, évidemment. Tout à l'heure, j'ai dit super et je m'en veux. Mais c'était évident que c'était ça, c'était évident. Mais du coup, par rapport à Shadows House, donc, qui est une série qui a déjà 10 tomes à son actif, en tout cas chez nous. Est-ce qu'on est genre au coude à coude avec le Japon? Alors, on est assez proche du Japon, mais je crois qu'on doit avoir à peu près 3 ou 4 tomes d'écart. Donc, ce qui est quand même un avantage, parce que comme on parlait de la dorure tout à l'heure, comme les couleurs sont pas les mêmes, ça nous laisse le temps de nous renseigner. Oui, de chercher un petit peu, dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors Shadow House, c'est vraiment un titre intéressant parce qu'il ne ressemble à rien que j'ai lu avant. Il est vraiment tellement différent. Et ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, Benoît m'a appris effectivement, et il vous l'a dit en début d'émission, que Kulo est un titre qui a été fait antérieurement à Shadows House, alors que finalement moi, qui ai d'abord commencé par Shadows House, quand j'ai enchaîné après sur Kulo, je me rendais pas compte au niveau de son travail, au niveau de son trait, que c'était un titre qu'il avait fait avant, pas du tout. Pour moi, on était sur peut-être un titre qu'il avait fait justement après s'être lancé dans Shadows House, en mode l'univers est un peu similaire, enfin l'ambiance en tout cas est très 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 similaire dans le sens où c'est très sombre par moments. Je me suis dit ok, il a voulu faire une petite respiration. Pas du tout. Il a d'abord effectivement fait Kulo, qui a dû, j'imagine, l'inspirer. Il y a un manoir. Ouais. Il y a un manoir. Il y a un manoir, il y a un seul manoir. Il y a un manoir et un village. Ça, on retrouve une structure assez similaire dans Shadows House et dans Kulo. Sauf que, a priori, dans Shadows House, vous pouvez marcher en dehors des chemins, ça pose pas de problème. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ils sont entre guillemets un peu plus libres, mais ils sont très très surveillés. Et donc, ce qui est assez étonnant avec Shadows House, c'est qu'au premier abord, quand vous commencez vraiment l'histoire, pour les gens qui ne l'ont jamais lu en tout cas, vous allez avoir de la même manière que Kulo. Et j'ai trouvé ça incroyable de le ressentir à tel point. C'est que on nous explique pas dans quoi on embarque, on le découvre doucement au fur et à mesure des chapitres avec ce petit indice, ce petit élément, cette petite info, et petit à petit en fait c'est le lecteur qui se construit l'univers dans lequel il est en train d'évoluer, puisqu'en fait au tout début on va suivre Emilico et Kate. Alors Kate c'est le maître ombre que l'on voit ici, qu'on distingue à sa... Oui, l'ombre maître. Oui, maître ombre, j'ai dit, mais c'est l'ombre maître, excusez-moi, j'inverse les mots. Que vous voyez ici, c'est Kate. Et en fait, c'est l'ombre maître de Emilico. Emilico, qui est donc ce qu'on appelle une poupée vivante. Ressemble visuellement totalement à un être humain normal, une petite fille, et elle va être le visage, l'incarnation même de Kate auprès des autres membres de la maison du manoir Shadows. Donc déjà tout ça c'est hyper mystérieux. On découvre au tout début qu'elle n'est pas la seule petite poupée vivante à évoluer à l'intérieur de ces murs. On découvre qu'il y a d'autres ombres-maîtres et qu'en fait quand les poupées vivantes sont accompagnées de leurs ombres-maîtres, en fait, ils deviennent littéralement le visage de l'ombre. Ils expriment les émotions. Ils expriment les émotions, donc ils ne sont plus eux-mêmes, entre guillemets, puisqu'ils doivent, c'est leur travail, ils doivent faire ça. Il y a des choses qui se passent dans ce manoir qui sont étonnantes. Il y a des jeux de pouvoir à la fois au sein des poupées vivantes, à la fois au sein des ombres-maîtres, des relations qui se tissent, puisque comme les poupées vivantes sont censées représenter les émotions de leur ombre-maître, il y a besoin forcément d'une certaine empathie entre l'un et l'autre, et on constate que les relations ne sont pas du tout les mêmes entre, par exemple, Emilico et Kate,
quête d'un côté et puis un autre tandem. Et du coup, en fait, on constate que tout le manoir Shadow dans lequel se déroule Shadow's House, en fait, c'est un bâtiment dans lequel vous avez des strates d'individus, de relations, de pouvoir. Et vous entrez simplement par la petite porte par Emilico. Et donc vous accompagnez Emilico qui est un personnage qui est totalement rayonnant, totalement fantasque, et vous dites mais c'est pas possible, donc quoi elle est tombée. Et au fur et à mesure vous découvrez et vous comprenez qu'en fait elle est là pour une bonne raison et qu'en fait on espère qu'elle puisse accomplir ce pourquoi elle est présente. Et je tiens à préciser d'ailleurs que Kate, particulièrement, qui est donc la première ombre maître qu'on découvre au tout début de l'histoire, en fait, au fur et à mesure des tomes, elle devient limite mon perso préféré. Parce que c'est un personnage qui se laisse pas porter par l'histoire. C'est un personnage vraiment littéralement qui construit l'histoire de Shadow's House. Et elle est hyper intéressante, vraiment très très intéressante. Et d'autres protagonistes également qu'on connaît pas trop comme ça et qui au fur et à mesure des tomes prennent vraiment en termes de personnalité, ils vont s'affirmer dans des choses. Non, vraiment c'est hyper intéressant. Puis petit à petit, encore cette manière vraiment de juste balancer une info comme ça mais sans la confirmer derrière. Donc en fait on se dit attends, il a dit quoi là en fait il se passe ça réellement à l'intérieur et que des trucs comme ça. Et genre je crois que c'est dans quel tome c'était, le 4 ou 5, il y a une révélation incroyable et j'étais en mode il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Somato sont très forts. Voilà. Ils sont très 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 forts. Donc Shadow's House, c'est une série que vous devez absolument découvrir si en vrai vous êtes vraiment plus dans des thématiques qui vont s'approcher presque même de l'enquête, du mystère, car en fait c'est vraiment dénouer les fils de toute cette intrigue. Le départ en fait est très perturbant, je le reconnais, hein, s'il y a des gens qui tentent les premières pages et qui comprennent pas où ils vont, vraiment insister un peu car c'est fascinant. Le bouquin est fascinant. J'ai pas testé l'animé, pour le coup j'ai pas testé. Oh, t'as un truc à nous proposer là. C'est pour après ça. Ah, c'est pour après, c'est pour l'annonce. D'accord. Attention. Caméra, que fais-tu? Parce que du coup, il a failli montrer l'annonce de derrière. J'attends vraiment ce tome 10, nous dit FX McCobra, car le tome 9 était riche en révélations. Oui. Le tome 10, on a encore davantage. C'était un véritable plaisir à éditer parce qu'on a beaucoup d'éléments qu'on imbriquait par nous-mêmes en tant que lecteurs et qui là s'imbriquent par l'auteur, par les auteurs. Et on fait waouh. J'apporte juste un élément de précision aussi pour ceux qui veulent se lancer dans Shadow's House. Caroline disait que justement, ça commence par des petites scénettes. Et si vous voulez vraiment vous lancer, lisez les 2 premiers tomes ensemble. C'est-à-dire que le premier, on est un peu comme le début de Kuro, où en fait on suit l'histoire, mais on se dit ok, pourquoi, c'est sympa. Voilà. Alors qu'avec le 2, vous comprenez réellement de quoi il retourne. Et c'est là où vous êtes pleinement embarqué. Exactement. C'est exactement comme ça que j'ai procédé d'ailleurs, donc c'est vraiment la meilleure manière de faire. Et là, on a déjà les 2 tomes disponibles, puisqu'on en a donc 10 de sortie. Le 10e est sorti hier, et j'y suis pas encore, mais bon, avec tout le teasing de psychopathe qu'on est en train de me faire. On avait déjà parlé d'ailleurs du tome 9 il y a quelques mois de cela dans un Glénat Manga Live. Satoko nous disait « Caro, t'es pas prête ?» Enfin, peut-être pas avec ces termes-là, mais j'avais très très bien compris le message. Et du coup, il me tardait de rattraper. Et alors, le truc très particulier, je tiens à le préciser, c'est que moi je pensais au vu de l'épaisseur en fait des tomes de Shadow's House que ça se lisait assez vite, mais en fait non, c'est très dense. Je lis un Shadow's House à la même vitesse qu'un One Piece, si ça peut vous donner une indication, car du coup moi je suis plus team à peu près un tome égale 1 heure, en prenant le temps de bien lire et tout. Là j'en suis à presque 1h30. Il y a des fois je me dis waouh, j'ai parcouru toutes ces infos. Ah, j'ai fait 40 pages. C'est vraiment très très dense, mais on ne s'ennuie pas. Il y a tout le temps des trucs qui se passent. Il y a des arcs vraiment qui sont marqués. Et là, j'en ai commencé un d'arc. Je me suis arrêtée au milieu pour venir présenter cette émission. C'était pas facile, mais voilà, c'était de la volonté. Mais je retourne évidemment continuer. Quand j'irai me coucher, parce que derrière ce live, j'en ai encore un autre, donc je ne m'arrête pas. Voilà, pour Shadow's House, je vous recommande tellement de le commencer. Kulo, petite dinguerie, petite pépite, 3 tomes seulement. Prenez les 2. Les 2. Un de Shadow's House et le 1 de Kulo. Et vraiment, c'est un régal. C'est un régal. C'est une lecture tellement, tellement agréable en plus. Après, j'aime beaucoup ce type d'univers.
C'est un fait. Et il va être temps qu'on passe à cette annonce que nous avons teasée sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'ai pas arrêté de vous dire ce soir, il y a une annonce. Mais en fait, comme à chaque fois, en vrai. Ouais. À chaque fois, il y a un petit quelque chose, il y a une petite info qu'on vient vous apporter. Et aujourd'hui, Benoît, pour cette émission, la révélation, l'annonce que tu vas nous faire concerne une nouvelle édition. Exactement, une nouvelle édition. Il y a plusieurs années, nous avons publié un coffret qui s'appelait donc 2001 Night Stories. Donc je vous sors les volumes. Attention, tan, 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 tan. Volume relativement lourd, comme vous pouvez le constater, qui est en fait une œuvre monumentale de science-fiction de Yukinobu Oshino, qui avait décidé de se lancer dans la suite de son point de vue d'une écriture à 2001 Odyssée de l'espace, qui était le film de Stanley Kubrick. Et donc on est parti dans une saga de science-fiction extraordinaire, où on suit donc deux groupes qui partent, je dirais presque en même temps, mais pour des objectifs totalement différents, et pour explorer l'univers en quête des sommeils d'étoiles, des galaxies et autres. Cette édition à l'époque avait été publiée en un seul coffret limité, une édition limitée à 2001 exemplaires. Voilà. Malin. Du coup, on avait des demandes notamment d'un certain nombre de libraires qui regrettaient de ne plus pouvoir le proposer dans leur point de vente. Je vous avoue très, très honnêtement, pour moi, c'était une véritable claque la première fois que je l'ai édité, et je suis ravi de le proposer dans une nouvelle édition parce que je vais pouvoir le relire avec grand plaisir. Et donc, il y aura cette nouvelle édition, donc les tomes 1 et 2 qui paraîtront en septembre prochain. C'est donc juste un diptyque en 2 volumes. Et l'avantage aussi, c'est que comme on est sur une nouvelle édition, on va vous proposer une version qui soit luxueuse, avec notamment des couvertures qui sont cartonnées, donc rigides comme de la bande dessinée. On va garder évidemment la jaquette, on va garder les pages couleurs à l'intérieur, on va retravailler, relire tout simplement l'édition antérieure pour s'assurer qu'on n'avait rien laissé passer. Et donc, ces 2 volumes seront disponibles à partir de septembre prochain. Donc très honnêtement, si vous êtes fan de saga de science-fiction, si vous êtes fan de grands espaces ou de découvertes, n'hésitez pas. Franchement, vous ne serez absolument pas déçus par le voyage. Ah, c'est magnifique en tout cas. C'est très lourd. lourd. C'est magnifiquement lourd. Mais du coup, ce sera un peu plus léger pour la version cartonnée. D'accord, très bien. En l'occurrence, le papier utilisé ici, c'est ce que tu appelais le papier couché tout à l'heure. Donc, c'est ça, c'est du papier couché. Et ce papier-là, comme couché. on est sur des grosses paginations, qu'on est à on est à près de 300 pages, ça pèse son poids. Et du coup, est-ce que tu as précisé du coup la période à laquelle on pourrait retrouver Alors, le tome 1 et 2 sortiront en septembre prochain. 2023 du coup. Oh, c'est dans pas si longtemps. C'est dans pas si longtemps, exactement. Oh, c'est une révélation très sympa. Alors du coup, moi je donne les tips, bien évidemment. Le mois de septembre, vous le savez, c'est pas très très loin finalement de Noël. Non, parce que du coup, je sais qu'il y a des périodes en fait qui sont plus propices à faire des achats que 3 jours avant cette célébration. C'est ça. Voilà. Et donc septembre, c'est intéressant. Voilà. C'est très intéressant. Donc voilà, un monument finalement de la science-fiction qu'on va pouvoir retrouver dans une belle édition. Vous allez bien lécher comme il faut. Lécher évidemment dans le... Vous comprenez ce que j'essaye de dire, n'allez pas imaginer. Nous allons travailler aux petits oignons. Voilà, ça c'est bien aussi, cette manière de le dire. Le format sera-t-il le même, je crois? On est exactement sur ce format-là, sur un format A4 avec la même pagination, les mêmes dépliants. La seule chose qui change, c'est qu'on est sur des volumes cartonnés, donc pour avoir des volumes vraiment plus luxueux et logiquement un petit peu moins lourd, puisqu'on sera sur un papier qui sera un petit peu plus léger. C'est tout. Juste pour des questions de confort de prise en main. Parce que là, c'est difficile en fait. Voilà, ça pèse son poids. Je pense que si vous voulez faire un peu de muscu, vous prenez un ouvrage dans chaque main et vous y arrivez. Voilà. Mais sinon, on sera vraiment à l'identique pour cette édition. Alors, quand tu parles de couverture cartonnée, est-ce qu'on a ici peut-être un exemple qui pourrait... c'est différent par oui, rapport en fait, alors quand je parle de couverture oui. cartonnée, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a une couverture cartonnée comme une bande dessinée. Et que, comme ça. En plus de la couverture cartonnée en tant que telle, on aura la jaquette. Voilà, exactement. Donc oui, exactement. Wow, l'exemple de Wicca, voilà. Donc Wicca, vous avez donc une couverture cartonnée de BD par-dessus laquelle vous avez une jaquette. Donc on sera sur cette fabrication-là. Eh bien, écoutez, ça va être superbe et magnifique parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui plaît énormément aux gens qui sont un petit peu dans le concept de la collection. Ouais. Et cette œuvre mérite effectivement ce petit côté un peu plus luxe, entre guillemets, pour cette nouvelle édition qui va sortir. En tout cas... Ça aussi, c'est fou parce que ça pèse son poids, le truc est plus épais, mais il est plus léger. Voilà.
Il est plus léger. Voilà. Comme Je quoi, m'y attendais pas. le grammage du papier a son importance en fait fonction tout. des paginations. Ça fait absolument tout. Je regarde s'il n'y aurait pas une petite question. Un coffret de prévu où les tomes sortent séparément, nous demande Stratos. Alors, les 2 tomes sortent séparément, c'est-à-dire que la première édition avait fait l'objet d'un coffret en édition limitée, et on ne ressortira pas ce coffret. Ce coffret-là est épuisé, il n'existe plus. Par contre, les 2 tomes sortiront séparément, mais en même temps, parce que si vous commencez avec le tome 1, autant que vous continuiez directement avec le tome 2. Donc, ils sortent en même temps tous les Sortent deux. en même temps, oui. D'accord, donc le tome 1 et le tome 2 de 2001 Night Stories sortira donc en septembre 2023. Oui. On est sur un monument de la SF, hein, je rappelle les termes classiques pour que les gens qui arriveraient juste à l'instant comprennent bien de quoi on parle. Moi je vois tout de suite aussi le public, hein, je pense à mon conjoint, je me dis qu'en vrai j'ai déjà trouvé mon cadeau de Noël et c'est cool, c'est la charge mentale qui disparaît. Je vois les questions. Ah, le prix. Voilà, une idée du prix. Alors, sauf erreur de ma part, ça reste à confirmer, mais je crois qu'on sera, comme du coup on est sur un ouvrage cartonné avec une très grosse pagination, Oui. on sera sur un prix de vente similaire au super livre de Dragon Ball, donc il doit être de l'ordre de 32 €. Le tome. Seulement ? Voilà, seulement. Ah, j'imaginais vachement plus. Bah, J'étais en train de me préparer Si vous voulez qu'on psychologiquement. me fasse dépenser davantage, mais je ne pense pas. Non, mais très bien, parfait. Merci, effectivement. Je pensais à plus, mais je me rends pas trop compte. C'est peut-être 35, mais je crois que c'est 32 de mémoire. Donc, mais on est dans ces eaux-là. 30 quelque chose. Voilà. Bon, peut-être pas, mais pas 39. On n'arrive pas, voilà, on n'arrivera pas à 40. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal en fait, hein. C'est plutôt pas mal. Non mais Stratos, parce que du coup ils sont en train de dire qu'est-ce qu'elle veut Caro là, elle veut nous ruiner. Non mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste que avec tous les éléments qu'il nous apportait, je me disais oh, mais ça va chiffrer, mais en fait ça va. Vraiment, je vous jure, je m'attendais à plus. Mais quelque part je suis rassurée moi aussi, hein, bien évidemment, hein, mon portefeuille remercie tout le monde. Et donc voilà, c'était la grosse annonce de fin d'émission, cette belle réédition qui arrive du coup très très bientôt, et on peut déjà vous teaser sur alors Masta Joker ainsi sur les 32, on a dit 30 et quelques. Vous verrez le prix d'EF quand il sera évidemment disponible à la précommande, hein, sur les boutiques en ligne ou chez votre libraire aussi, hein. Vous pouvez évidemment lui en parler dès que ce sera possible de le précommander, mais du coup on peut vous teaser aussi sur la prochaine émission qu'il y aura du coup de Glénat Manga Live, puisque le prochain numéro sera plutôt en avril, hein, si je me trompe pas, ce sera le 4 avril, et cette fois-ci on se concentrera très certainement sur Sakamoto Days, parce que mine de rien ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Du coup je remercie Benoît, merci d'avoir été Merci avec beaucoup. moi, voilà, et de nous avoir à encore apporté tes incroyables lumières sur le milieu de l'édition et ses coulisses phénoménales, sur l'univers de Kulo ainsi que de Shadow House, et de m'avoir appris que Somato c'était 2 personnes. Voilà aussi, c'est important de le savoir. Et je vous remercie à vous tous également de nous avoir suivis au cours de ces 2 heures pour parler de tous ces sujets, et je vous donne rendez-vous donc le 4 avril